Chapitre 1, la cage dorée. Malcolm Sharp se tenait dans le vestibule en marbre de la propriété des Vance, observant sa fille de 4 ans, Emma. Pourchassée des lucioles sur la pelouse impeccablement entretenue, le soleil couchant peignait tout en or, mais Malcolm ne ressentait que du froid. 3 ans plus tôt, il avait été un homme différent, un capitaine des Marines avec 2 missions en Afghanistan. Malcolm avait bâti une entreprise de conseil en sécurité prospère à partir de rien. Il était discipliné, stratégique, et avait appris à lire les gens, comme la plupart des gens, lisent des livres. Ses compétences lui avaient bien servi dans les zones de combat et les salles de réunion. Puis, il avait rencontré Shelby Vance lors d'un gala de charité. Elle avait été éblouissante, élégante d'une manière qui faisait paraître les autres femmes bon marché en comparaison, des cheveux blonds qui tombaient en vagues parfaites, des yeux verts qui pétillaient d'intelligence, un sourire qui pourrait vendre de la glace à des Esquimaux. Elle l'avait approché directement, ce qui était inhabituel pour quelqu'un de son rang social. Ils avaient parlé pendant des heures. Elle semblait sincèrement intéressée par son travail, ses expériences, ses pensées surtout. De la politique étrangère à la littérature classique, tu es différent des bébés gâtés par des fonds en fiducie que je rencontre habituellement, lui avait-elle dit ce soir-là. Tu as vraiment accompli quelque chose dans ta vie. Il s'était marié dans l'année. Malcolm avait pensé qu'il était l'homme le plus chanceux du monde. Il s'était trompé. La famille Vance avait fait fortune dans les produits pharmaceutiques. Taylor Vance avait hérité de Vance Industries de son père et l'avait transformé en un empire valant plusieurs milliards d'euros. Ginny Vance, née Livingston, venait elle-même d'une vieille fortune. Ensemble, ils régnaient sur les cercles sociaux élitistes du Connecticut avec des poings de fer enveloppés dans des gants de soie. Dès le début, ils avaient clairement fait comprendre que Malcolm n'était pas assez bien pour leur fille. Il était de l'argent neuf au mieux, bien qu'en réalité, il s'était frayé son propre chemin sans aucun argent du tout. Son père avait été professeur au lycée, sa mère infirmière, de bonnes personnes, mais pas leur genre de personnes. Maman veut que nous emménagions dans l'aile Est, avait annoncé Shelby 6 mois après leur mariage. Elle l'a fait complètement rénover. Tout sur mesure, Malcolm avait voulu refuser, pour maintenir leur indépendance dans la maison modeste mais confortable qu'il avait achetée avant de la rencontrer. Mais Shelby était enceinte d'Emma et il s'était convaincu que c'était temporaire, juste jusqu'à l'arrivée du bébé, juste jusqu'à ce qu'il se remette sur pied. C'était il y a 3 ans et demi. Maintenant, l'entreprise de Malcolm avait disparu. Shelby l'avait convaincu d'amener Taylor comme investisseur et en 18 mois, les Vance avaient systématiquement démantelé tout ce qu'il avait construit. Des clients avaient été débauchés, des contrats avaient mystérieusement échoué, des employés clés avaient été embauchés ailleurs avec des offres que Malcolm ne pouvait pas égaler. Quand son entreprise s'était finalement effondrée, Taylor avait racheté les actifs restants pour une bouchée de pain. « Ne sois pas dramatique, Malcolm », avait dit Shelby quand il l'avait confronté. « Papa essayait juste d'aider. Tu devrais être reconnaissant qu'il t'ait sauvé d'une faillite totale. » Malcolm avait voulu partir à ce moment-là, mais Emma venait d'avoir 3 ans et les avocats de Shelby avaient été brutalement clairs. S'il partait, il ne reverrait jamais sa fille. Les Vance avaient l'argent, les connexions, le pouvoir pour l'enterrer au tribunal de la famille. Il obtiendrait des visites supervisées au mieux, plus probablement rien du tout. Alors il était resté et il avait observé et il avait appris. Les Vance n'étaient pas seulement riches, ils étaient corrompus. L'entreprise pharmaceutique de Taylor avait fait des milliards en poussant des opioïdes sur des patients désespérés. En falsifiant des recherches, en soudoyant des médecins et des politiciens, Malcolm avait découvert cela par accident. En tombant sur des documents que Taylor avait laissés dans le bureau une nuit, il avait commencé à enquêter discrètement, prudemment, sachant qu'il aurait besoin de preuves s'il voulait un jour s'échapper de cette cage dorée. « Papa, regarde !» La voix d'Emma le tira de ses pensées. Elle tenait une luciole cupped dans ses petites mains, son visage rayonnant de joie innocente. Malcolm traversa la pelouse et s'agenouilla à côté d'elle. « Magnifique, ma chérie. Maintenant, laisse-la partir pour qu'elle puisse retrouver sa famille. » Emma ouvrit ses mains et la luciole s'envola dans le crépuscule. « Comme un vœu » murmura-t-elle, exactement comme un vœu. Malcolm la serra contre lui, respirant le parfum de fraise de son shampoing. Elle était la seule chose pure dans ce paradis empoisonné. « Malcolm !» La voix de Janny Vance traversa la pelouse comme un coup de fouet. Elle se tenait sur la terrasse, impeccablement vêtue d'un tailleur crème malgré l'heure tardive. Ses cheveux argentés étaient tirés en un chignon sévère et son visage, tendu par des chirurgies coûteuses, arborait son expression habituelle de dédain. « Nous dînons dans 30 minutes. Essaie de te rendre présentable. »
et nettoie Emma. Elle ressemble à une vagabonde. Malcolm sentit Emma se raidir contre lui. Elle n'avait que 4 ans, mais elle savait déjà craindre sa grand-mère. « Nous y serons », répondit Malcolm, gardant un ton neutre, tandis que Janie disparaissait à l'intérieur. Emma leva les yeux vers lui. « Papa, pourquoi grand-mère ne nous aime pas? Certaines personnes ne savent pas aimer. Ma petite fille, c'est leur problème, pas le nôtre. » Mais tandis qu'il conduisait Emma vers la maison, la mâchoire de Malcolm se serra. Il avait passé 3 ans à rassembler des preuves et à construire son dossier, à planifier sa stratégie de sortie. Les documents qu'il avait compilés enverraient Taylor en prison pour le reste de sa vie. Ginny aussi, car elle avait été complice de chaque décision. Et Shelby, sa femme, s'était révélée lentement, comme une photographie se développant dans des produits chimiques. La femme chaleureuse et intelligente qu'il avait épousée avait été une performance. La vraie Shelby était la fille de sa mère, froide, privilégiée et cruelle. Elle avait épousé Malcolm parce qu'elle s'ennuyait et qu'il était une nouveauté. Maintenant que la nouveauté avait disparu, elle le traitait avec un mépris ouvert. 3 semaines plus tôt, il avait surpris une conversation qui avait tout changé. Il était dans la bibliothèque, en train de revoir des documents sur son ordinateur portable. Quand des voix avaient de filtrer par la bouche d'aération du bureau de Taylor juste au-dessus, Malcolm avait fermé son ordinateur et écouté « Nous devons résoudre la situation, Malcolm ». C'était la voix de Taylor. « J'y travaille, papa ». Shelby semblait boudeuse, comme une enfant réprimandée. Il n'acceptera pas un divorce. Parce qu'il sait qu'il perdra Emma. Janie, cette fois, nous aurions dû régler ça avant la naissance de l'enfant. Le contrat de mariage protège nos actifs, dit Taylor, mais il devient un risque. Il est trop intelligent, il pose trop de questions. Alors que suggères-tu ? Demanda Shelby. Il y eut un long silence, puis Janie parla, sa voix assez froide pour geler le sang. Un accident, quelque chose de propre. Il a ce travail dangereux, où il l'avait. Le conseil en sécurité emmène les gens dans des endroits risqués. Maman, ne sois pas naïve. Ma chérie, crois-tu que c'est la première fois que nous devons résoudre un problème comme celui-ci ? Ton père et moi protégeons cette famille depuis 40 ans. Malcolm Sharp est un problème. Les problèmes se résolvent. Malcolm était resté figé dans la bibliothèque, son cœur battant. Il ne parlait pas seulement de divorce. Il parlait de meurtre. Et Emma, la voix de Shelby avait tremblé. Elle l'aime. Elle a 4 ans, dit Janie d'un ton dédaigneux. Elle oubliera. Les enfants sont résilients. Dans 1 an, elle ne se souviendra même pas de lui. Cette nuit-là, Malcolm avait commencé à planifier sérieusement. Il avait activé d'anciens contacts militaires, transféré de l'argent sur des comptes que les Vance ne connaissaient pas et commençait à se préparer pour la guerre, parce que c'était ça, une guerre. Et Malcolm Sharp avait déjà combattu des guerres. Il avait décidé de prendre une dernière preuve, la preuve que l'entreprise de Taylor avait falsifié des essais cliniques pour leur nouvel opioïde, un médicament qui tuait des centaines de personnes. Malcolm avait vu les emails, les données de recherche, les pots de vin aux officiels de la FDA, mais il avait besoin des documents physiques du coffre-fort de Taylor. Et ce soir, Taylor lui avait donné l'occasion parfaite. Malcolm. La voix de Taylor retentit du bureau tandis que Malcolm aidait Emma à se laver les mains dans la salle d'eau. Un mot, si ça ne te dérange pas. Malcolm sécha les mains d'Emma et l'envoya trouver sa nounou. Puis, il se dirigea vers le bureau, tous ses sens en alerte. Taylor était assis derrière son immense bureau, un verre de scotch à la main. Il était un homme imposant, qui prenait du poids dans la soixantaine, avec des cheveux gris clairsemés et un teint rougeau de quelqu'un qui buvait trop. Mais ses yeux étaient vifs et calculateurs. « Ferme la porte » dit Taylor. Malcolm le fit, notant la position des caméras de sécurité. Elles couvraient la plupart de la pièce, mais il y avait un angle mort près des étagères à livres. Il l'avait découvert des mois plus tôt. « J'ai une proposition pour toi » commença Taylor. « Je sais que les choses ont été difficiles. Tu as fait des sacrifices pour cette famille, et j'apprécie ça. Alors je suis prêt à te faire une offre très généreuse. J'écoute. La semaine prochaine, nous volons vers notre maison à Aspen pour des vacances en famille. Juste nous 5, moi, Jeannie, Shelby, toi et Emma. Du temps de qualité, loin de tout ça. » Il fit un geste vague vers le monde au-delà de son bureau pendant que nous y serons. « J'aimerais discuter de ton avenir dans l'entreprise. Je pense à créer un poste pour toi, vice-président des opérations spéciales, salaire, advantages, tout le reste. Tout ce que tu aurais à faire est de signer quelques documents. » Malcolm garda un visage neutre, mais son esprit bouillonnait. C'était ça, le piège, l'emmener dans l'avion privé, isolé à Aspen,
lui faire signer des documents qui l'incrimineraient ou lui feraient renoncer à ses droits parentaux. Et s'il refusait, un accident, quelque chose de propre. C'est très généreux, dit Malcolm prudemment. Puis-je y réfléchir? Bien sûr, nous partons mardi matin. Fais-moi savoir d'ici demain. Le sourire de Taylor n'atteignait pas ses yeux. J'espère vraiment que tu accepteras, Malcolm. Ce serait regrettable si tu ne le faisais pas. La menace était à peine voilée. Malcolm hocha la tête et quitta le bureau. Son esprit passait déjà en revue des scénarios, des contingencies, des contre-mesures à leurs mouvements. Il avait passé 3 ans à être sous-estimé par ces gens. Il pensait qu'il était brisé, castré, piégé. Ils étaient dus sur le point d'apprendre à quel point ils avaient tort. Cette nuit-là, après qu'Emma fut endormie, Malcolm s'assit dans l'obscurité de leur suite de chambres et finalisa son plan. Il avait porté un micro au dîner, enregistré l'offre de Taylor avec toutes ses implications. Il avait déjà copié le contenu du coffre-fort de Taylor en utilisant une faille de sécurité que le vieil homme ignorait. Il avait des preuves, il avait des contacts et il avait une formation qu'il ne pouvait imaginer. Mais le plus important, il avait quelque chose qu'il ne comprendrait jamais. L'amour pour sa fille qui transcendait la richesse. Le statut ou l'autopréservation, Malcolm Sharp partait en guerre et il allait gagner. Chapitre 2, le piège. Se referme, les 3 jours suivants passèrent dans une danse soigneusement chorégraphiée. Malcolm joua le rôle du gendre vaincu, acceptant l'offre de Taylor avec la gratitude appropriée. Il fit ses bagages pour Aspen, aida Emma à choisir ses jouets préférés et sourit lors des dîners familiaux où les Vance discutaient de leur voyage à venir avec une anticipation à peine dissimulée. Mais derrière la façade, Malcolm se préparait. Son vieux camarade des Marines, Chris Wilkinson, travaillait maintenant pour la division des crimes en col blanc du FBI. Malcolm avait fourni à Chris des informations sur Vance Industries pendant des mois. Construisant un dossier étanche, 3 jours avant le voyage à Aspen, il avait rencontré Chris dans un diner à 64 km de la propriété. « C'est tout », avait dit Malcolm, en glissant un disque dur crypté sur la table. Dossier financier, données de recherche falsifiées, communication avec des officiels de la FDA, documentation sur les pots de vin, et preuves qu'ils ont couvert des centaines de décès liés à Vance Payne. Tout y est, Chris avait empoché le disque, l'expression grave, c'est suffisant pour faire tomber toute l'entreprise. Mais Malcolm, s'ils suspectent que tu es la source, ils veulent déjà ma mort, avait dit Malcolm platement. Il avait expliqué la conversation qu'il avait surprise, l'offre d'emploi suspecte de Taylor et le voyage planifié à Aspen. J'ai besoin que tu sois prêt. Quand je donnerai le signal, j'ai besoin d'agents fédéraux en attente. Que planifies-tu? Je vais leur donner assez de cordes pour se pendre eux-mêmes. Mais j'ai besoin de savoir qu'Emma sera en sécurité. Chris avait hoché la tête lentement. J'aurai une équipe prête. Mais Malcolm, c'est dangereux. S'ils essayent quelque chose avant, je serai prêt. Malcolm s'était levé pour partir, puis avait marqué une pause. Si quelque chose tourne mal, si je ne m'en sors pas, assure-toi qu'Emma sache que je l'aimais et assure-toi qu'il paie pour chaque vie qu'ils ont détruite. Maintenant, debout dans l'obscurité de l'aube devant la propriété des Vance, Malcolm observait le jet privé de la famille être préparé pour le départ. C'était un Gulfstream G650, valant 64. 5 millions d'euros, l'un des nombreux jouets de Taylor. Malcolm avait passé les 2 derniers jours à étudier chaque détail de l'appareil. Ses systèmes de sécurité, son équipement d'urgence. Il avait aussi planté une assurance. « Papa !» Emma sortit de la maison en courant, son petit sac à dos rebondissant sur ses épaules. Elle portait sa robe violette préférée et des baskets lumineuses. « On va vraiment voler dans l'avion de grand-père ?»« Bien sûr, ma chérie. » Malcolm la souleva dans ses bras, la serrant fort. Il avait préparé un petit sac pour elle qui incluait un traceur GPS, un téléphone prépayé et une lettre scellée expliquant tout. Une assurance au cas où son plan échouerait. Shelby sortit de la maison, parfaitement vêtue de vêtements de voyage de designer. Elle jeta à peine un regard à Malcolm en passant, se dirigeant vers la voiture qui les attendait pour les emmener à l'aérodrome privé. Il n'y avait aucune chaleur dans ses yeux, aucune reconnaissance qu'il s'était autrefois promis de s'aimer pour toujours. Elle avait fait son choix. Elle avait choisi l'argent et le pouvoir de sa famille par-dessus tout le reste. « Est-ce que maman est fâchée ?» murmura Emma. « Maman est juste concentrée sur le voyage », dit Malcolm. Bien que l'intuition de sa fille soit exacte, à 4 ans, Emma apprenait déjà à lire la température émotionnelle des pièces, à sentir le danger dans la tension des corps adultes. Malcolm détestait qu'elle doive apprendre ces leçons si jeune. Le trajet jusqu'à l'aérodrome prit 21 minutes.
Taylor et Janie voyageaient dans leur propre voiture, maintenant le prétexte d'une harmonie familiale tout en restant séparés de l'homme qu'il prévoyait d'éliminer. Malcolm utilisa ce temps pour revoir son plan une fois de plus. Le jet atteindrait l'altitude de croisière, autour de 9144 mètres, environ 40 minutes après le décollage. C'est là qu'il passerait à l'action. Il avait vu les documents que Taylor avait préparés, laissés accidentellement exprès là où Malcolm les trouverait, des papiers qui lui feraient renoncer à ses droits parentaux, des documents affirmant qu'il était mentalement instable, des formulaires qui accorderaient au Vance la garde complète d'Emma. Il le menacerait, le coincerait, le briserait psychologiquement, et s'il refusait encore de signer, un accident, quelque chose de propre. Mais Malcolm avait ses propres plans. Sur le tarmac, le pilote, Hal Ward, qui était avec la famille Vance depuis 15 ans, les salua avec une courtoisie professionnelle. Malcolm avait enquêté sur Ward en profondeur. Le pilote était loyal au Vance, bien rémunéré pour sa discrétion. Il regarderait ailleurs si nécessaire. L'intérieur du Gulfstream était opulent, des sièges en cuir crème, des panneaux en bois poli, une bar complète et une suite chambre à l'arrière. Les yeux d'Emma s'écarquillèrent d'émerveillement. « C'est comme un château volant », souffla-t-elle. « C'est sûr, ma petite fille ». Malcolm l'aida à s'attacher sur un siège, puis prit sa propre place en face d'elle. Shelby s'assit aussi loin que possible, faisant défiler son téléphone avec une indifférence étudiée. Taylor et Janie s'assirent ensemble près de l'avant, parlant à voix basse. Les moteurs se mirent en marche. Le jet commença à rouler. Le rythme cardiaque de Malcolm resta stable. Une compétence apprise au combat. La peur était naturelle, mais la panique était l'ennemi. Il devait rester calme, vigilant. Prêts, ils décollèrent en douceur, grimpant dans le ciel clair du matin. Emma pressa son visage contre la vitre, observant le sol s'éloigner. « Regarde, papa, tout ressemble à des jouets. »« C'est vrai, ma chérie ?» Malcolm vérifia sa montre. 40 minutes jusqu'à l'altitude de croisière. 40 minutes jusqu'à ce que l'enfer se déchaîne. Il s'était préparé à cela. Caché dans son bagage à main se trouvait une petite caméra, déjà en train d'enregistrer. Cousu dans sa veste se trouvait un second traceur GPS. Et le plus important, il avait envoyé un message à Chris Wilkinson avant de quitter la propriété, un code simple signifiant que le jeu était en marche. 30 minutes après le décollage, Taylor détacha sa ceinture et marcha vers l'endroit où Malcolm était assis. Son expression était affable, mais ses yeux étaient froids. « Pourquoi ne me rejoins-tu pas dans la suite chambre ?» dit Taylor. « Nous pouvons discuter de ces documents dont j'ai parlé, te donner le temps de les examiner correctement. » Ce n'était pas une demande. Malcolm jeta un regard à Emma, qui jouait maintenant avec sa tablette. « Casque sur les oreilles, ça va prendre longtemps ?»« Autant de temps qu'il faudra, » dit Taylor. Malcolm se leva et suivit Taylor vers l'arrière de l'avion. En passant devant Shelby, elle leva les yeux de son téléphone et Malcolm vit quelque chose briller dans ses yeux. Était-ce de la culpabilité? De la peur? C'était parti avant qu'il puisse l'analyser. La suite chambre était compacte, mais luxueuse. Taylor ferma la porte et sortit un dossier d'un placard. « Arrêtons les conneries, Malcolm. Tu vas signer ces papiers? Tous ?» Malcolm prit le dossier et le feuilleta. Exactement ce à quoi il s'attendait. Des documents le déclarant parent inapte, des papiers accordant la garde complète à Shelby. Et, c'était nouveau, une confession affirmant qu'il avait détourné des fonds de sa propre entreprise avant son effondrement. « Je ne signe pas ça, » dit Malcolm calmement. La mâchoire de Taylor se serra. « Tu n'as pas le choix. Tout le monde a des choix. Pas toi. Plus maintenant ?» La voix de Taylor descendit à un grognement menaçant. « Tu vas signer ces papiers, Malcolm, ou tu vas avoir un accident très malheureux. Peut-être que tu essaieras d'ouvrir la porte en altitude. Peut-être que tu tomberas. Ces choses arrivent. » Malcolm laissa le silence s'étirer. Puis il sourit, une expression froide, calculatrice qui fit reculer Taylor d'un demi-pas. « Tu menaces de me tuer ?» dit Malcolm doucement. « Et tu penses que je n'ai pas vu ça venir ? Je pense que tu es un insecte que je suis sur le point d'écraser. » grogna Taylor. « Tu n'as jamais appartenu à cette famille ? Shelby a fait une erreur, mais nous la corrigeons. Maintenant signe ces putains de papiers. » Oh ! La porte s'ouvrit à la volée. Janie se tenait là, le visage tordu de fureur. « Assez parlé. Il ne signera pas. Je le savais. Les hommes faibles choisissent toujours la fierté plutôt que le bon sens. » Derrière elle, Shelby apparut. Et derrière Shelby, Emma. Le sang de Malcolm se glaça. « Emma, retourne à ton siège. »« Elle doit voir ça, » dit Janie froidement. « Elle doit comprendre ce qui arrive aux gens qui défient cette famille. »« Tu es folle ?» dit Malcolm, se dirigeant vers sa fille.
Mais Shelby attrapa la main d'Emma, la retenant. « Ne fais pas ça !» dit Shelby. Sa voix tremblait légèrement. « Ne rends pas ça plus dur que nécessaire. » Malcolm. « Signe juste les papiers. Tu peux disparaître. Recommencer ailleurs. Nous te donnerons de l'argent. Et Emma, reste avec moi, avec nous, là où est sa place. » Malcolm regarda sa femme, son ex-femme en tout sauf légalement, et vit la femme qu'elle était devenue, ou peut-être avait-elle toujours été cette personne, et il avait été trop aveugle pour le voir. « Non, dit-il simplement. » Le visage de Janie se durcit. « Alors tu as fait ton choix. Taylor, demande au pilote de déverrouiller le mécanisme de la porte. » L'esprit de Malcolm bouillonnait. Ils allaient le faire. Le jeter vraiment de l'avion? La folie de cela était presque époustouflante. Il s'en était tiré avec tant de choses pendant si longtemps qu'il croyait vraiment être intouchable. Taylor se dirigea vers le cockpit, mais Malcolm fut plus rapide. Des années d'entraînement au combat prirent le dessus. Il attrapa le bras de Taylor, le tordit et mit le vieil homme en position de contrôle avant que quiconque puisse réagir. « Ne bougez pas, dit Malcolm doucement. Aucun d'entre vous, laisse-le partir, hurla Janie. Emma, viens ici. Maintenant, Malcolm garda sa voix calme, autoritaire. Sa fille hésita, puis se libéra de l'étreinte de Shelby et courut vers lui. Il relâcha Taylor et prit Emma dans ses bras. Reculant vers le cockpit, « Tu rends ça pire ?» dit Shelby. Mais il y avait de la panique dans ses yeux maintenant. Leur plan tombait à l'eau. « J'en termine avec ça, » dit Malcolm. Il atteignit la porte du cockpit et frappa dessus. « Ward, ouvre !» Urgence fédérale. La voix du pilote passa par l'interphone. « Monsieur, je ne peux pas faire ça sans l'ordre de S. Vance ?» Malcolm n'attendit pas. Il avait étudié les systèmes de l'appareil. Il connaissait le code d'urgence. Il le tapa sur le clavier et la porte s'ouvrit avec un clic. Hallward se tourna sur son siège, confus et alarmé. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?»« FBI » dit Malcolm, sortant son téléphone et montrant le badge que Chris lui avait donné, une accréditation temporaire qui tiendrait la route sous examen. « Ce vol est sous enquête fédérale. Tu vas faire demi-tour avec cet avion maintenant ?» Les yeux de Ward s'écarquillèrent. Derrière Malcolm, il entendit le cri de rage de Janie, entendit Taylor hurler des menaces, mais Malcolm avait ce qu'il lui fallait du temps et un levier. « Fais-le, » dit-il à Ward, « ou tu seras accusé comme complice de tentative de meurtre. » Les mains du pilote tremblèrent tandis qu'il atteignait les commandes. C'est alors que Shelby fit son mouvement. Chapitre 3 à 944 mètres, Shelby se précipita en avant, essayant d'arracher Emma des bras de Malcolm. Mais Malcolm avait anticipé cela, anticipé tout. Il se tourna, protégeant sa fille avec son corps. « Tu ne peux pas faire ça !» hurla Shelby. « C'est ma fille, c'est notre fille !» répliqua Malcolm. « Et je la sauve de vous autres ?» Emma pleurait maintenant. Terrifiée et confuse, Malcolm détestait cela. Détestait qu'elle doive assister à cette laideur. Mais il n'y avait pas d'autre moyen. « Ward, fais demi-tour avec l'avion ?» répéta Malcolm. Maintenant, le pilote regarda au-delà de Malcolm vers l'endroit où se tenait Taylor, clairement déchiré entre deux autorités. Le visage de Taylor était violet de rage. « Si tu l'écoutes, tu es viré, » grogna Taylor, « et je m'assurerai que tu ne travailles plus jamais. Si tu ne m'écoutes pas, tu es complice d'enlèvement et de tentative de meurtre. » Contre-attaqua Malcolm. Accusation fédérale. Prison fédérale. Choisie sagement, la formation de Hallward l'emporta sur sa loyauté. Il commença à tourner l'appareil. C'est alors que Janie sortit un pistolet. Malcolm se figea. Il avait anticipé beaucoup de choses, mais pas cela. Le petit pistolet semblait presque comme un jouet dans ses mains manucurées, mais il était très réel. « Espèce de petit homme stupide et arrogant ?» dit Janie, sa voix dégoulinant de venin. « Pensais-tu vraiment pouvoir nous duper? Nous faisons ça depuis avant ta naissance. Nous avons écrasé des obstacles plus grands que toi. Pose le pistolet, dit Malcolm prudemment. Il déplaça Emma derrière lui, utilisant son corps comme bouclier. Tu ne vas pas tirer, pas dans une cabine pressurisée. Elle n'a pas besoin de te tirer dessus, dit Taylor, sa confiance revenant. Elle a juste besoin que tu comprennes que nous sommes sérieux. Maintenant, donne-nous Emma et signe ces putains de papiers. L'esprit de Malcolm passait en revue des scénarios. Le pistolet changeait tout. Il ne pouvait pas se précipiter sur Janie, pas avec Emma ici. Il ne pouvait pas bluffer parce qu'il n'était pas sûr que ce soit un bluff. Ces gens avaient déjà prouvé qu'ils étaient incapables de meurtre. « Pense à ce que tu fais, » dit Malcolm. « Même si tu réussis, tu ne t'en tireras pas. J'ai déjà contacté le FBI. Ils savent tout, tous vos crimes, toute votre corruption. C'est fini, tu mens, » dit Shelby. Mais il y avait du doute dans sa voix. « Vraiment ?
Comment penses-tu que j'ai découvert les essais cliniques falsifiés? Les officiels de la FDA soudoyaient les décès que vous avez couverts. Malcolm croisa les yeux de Taylor. J'ai passé 3 ans à documenter tout. Chris Wilkinson au FBI a assez de preuves pour vous enfermer toute sa vie. Même si je ne descends pas de cet avion, vous êtes fini. La main de Janie trembla légèrement. Le pistolet vacilla. Il bluffe, dit Taylor. Mais il semblait moins certain. Vérifie ton téléphone, suggéra Malcolm. Vérifie ton email. Je t'ai envoyé quelque chose ce matin. Assurance. Taylor sortit son téléphone, fit défiler, et son visage pâlit. Malcolm lui avait envoyé une liste de fichiers, juste les noms des documents. Rien de plus, mais c'était suffisant. Taylor pouvait voir exactement ce que Malcolm avait pris. « Espèce de fils de pute !» murmura Taylor. « J'ai appris des meilleurs, » dit Malcolm. « Vous m'avez appris à être impitoyable, à planifier, à protéger ce qui compte. » Il serra Emma plus fort, et elle compte plus que tout. Pendant un long moment, personne ne bougea. Les moteurs de l'avion ronronnaient. Quelque part derrière eux, le copilote essayait probablement de comprendre ce qui se passait, puis Janie sourit, une expression terrifiante, froide. « Tu sais quoi? Tu as raison, ça a dégénéré hier. Calmons-nous tous et parlons raisonnablement. » Malcolm ne la croyait pas une seconde, mais il hocha la tête prudemment. « Bien, range le pistolet et... » Janie tira. Le bruit fut assourdissant dans l'espace confiné. Malcolm sentit la balle effleurer son épaule, une ligne brûlante de douleur. Il s'était déplacé à la dernière seconde. L'instinct pur lui avait sauvé la vie, mais le tir eut un autre effet. Des alarmes se mirent à hurler. L'avertissement de décompression soudaine. Espèce de folle, hurla Hal Ward du cockpit. Tu as percé la coque? Des masques à oxygène tombèrent du plafond. L'avion commença à trembler. Ward luttait avec les commandes, essayait de descendre à une altitude plus sûre où il pourrait respirer sans oxygène supplémentaire. Dans le chaos, Malcolm fit son mouvement. Il attrapa un masque à oxygène, le plaça sur le visage d'Emma, puis se précipita devant les Vance vers l'arrière de l'avion. Il y avait une sortie d'urgence là. Il avait étudié les schémas obsessionnellement et attaché à elle se trouvait un toboggan d'évacuation d'urgence. « Arrêtez-le !» Taylor rugit. Mais Malcolm était déjà à la porte. Il appuya sur la libération d'urgence, des lumières d'avertissement clignotèrent, les systèmes de l'appareil hurlaient des alertes. « Papa, qu'est-ce que tu fais ?» pleura Emma à travers le masque à oxygène. « Fais-moi confiance !»« Ma petite fille, j'ai besoin que tu me fasses confiance. » Malcolm la serra contre lui, la fixant contre sa poitrine d'un bras. De son autre main, il attrapa la poignée du toboggan d'urgence. Shelby courait vers eux, son visage tordu de fureur et de peur. « Tu es fou ? Tu vas la tuer, mieux que de la laisser avec toi, » dit Malcolm. Puis il prit une décision qui le hantrait et le sauverait en parts égales. Il appuya sur le bouton de déploiement du toboggan d'urgence. La porte ne s'ouvrit pas complètement, pas à cette altitude, pas avec la différence de pression, mais le toboggan commença à se gonfler, remplissant l'arrière de l'avion avec le toboggan d'évacuation en caoutchouc jaune. C'était le chaos, le vent, le bruit, les alarmes, les cris d'Emma. Malcolm prit un harnais de parachute du casier d'équipement d'urgence, quelque chose qu'il avait vérifié être là pendant ses recherches. Il était conçu pour l'équipage en cas de scénario de saut. Il attacha Emma à sa poitrine, la sécurisant avec chaque boucle et sangle qu'il pouvait trouver. « Non !» Le cri de Janie coupa à travers tout. Elle pointait à nouveau le pistolet, essayant de viser dans le chaos, mais Hal Ward avait repris le contrôle de l'avion, descendant rapidement, la pression s'équilibrait, et le toboggan. Malcolm réalisa ce qu'il avait, une option folle, désespérée, probablement suicidaire. Le toboggan s'étendait hors de la porte partiellement ouverte. Il n'était pas destiné à être utilisé de cette façon. Il était destiné aux évacuations au sol, mais il était gonflé. Il était là, et c'était sa seule chance. « Je t'aime, Emma » murmura Malcolm dans les cheveux de sa fille. « Je t'aime tellement » Puis il sauta, pas hors de l'avion. Ils étaient encore trop hauts pour ça. Mais sur le toboggan, lui et Emma heurtèrent le caoutchouc gonflé et commencèrent à glisser, le matériau s'étirant et se compressant sous leur poids. Le vent était incroyable, les déchirant, essayant de les séparer, mais Malcolm tenait bon. Il avait été entraîné pour des environnements hostiles, pour des situations où l'échec signifiait la mort. Il s'enroula autour d'Emma, la protégeant de chaque once de sa force. Le toboggan, encore attaché à l'avion par son système d'attache, s'étendait derrière l'appareil descendant comme une queue jaune bizarre. Ils glissèrent le long de sa longueur, le matériau brûlant le dos de Malcolm même à travers sa veste. « Papa !» La voix d'Emma se perdit dans le vent.
Malcolm pouvait les voir dans la porte Taylor. Ginny, Shelby, les fixant avec choc et horreur, Janie leva le pistolet une fois de plus, mais le vent rendait la visée impossible. L'avion continuait à descendre, 4172 mètres, 3048 mètres, le toboggan s'étira plus loin, les forces incroyables, puis, alors qu'ils atteignaient 2438 mètres, le point d'attache du toboggan céda. Il tombait, mais il tombait avec un toboggan d'évacuation gonflé, enroulé autour d'eux, comme le parachute le plus étrange du monde. Le matériau en caoutchouc gonfla et captura l'air, ralentissant leur descente. Ce n'était pas un vrai parachute. L'atterrissage allait être dur, peut-être fatal, mais c'était une chance. Malcolm vit le sol se précipiter. Ils étaient au-dessus du Connecticut rural, des terres agricoles et des forêts. Il dirigea le toboggan du mieux qu'il put vers une zone boisée, espérant que les arbres briseraient leur chute. « Ferme les yeux, ma petite !» hurla-t-il à Emma. « Ferme les yeux et accroche-toi à papa. » Ils heurtèrent la ligne des arbres avec une force tremendouce. Des branches craquèrent et se brisèrent. Le toboggan se déchira et se dégonfla. Malcolm sentit des côtes se briser, sentit la douleur exploser dans son corps, mais il garda sa prise sur Emma, garda son corps entre elle et l'impact. Ils traversèrent la canopée et heurtèrent le sol assez fort pour expulser l'air des poumons de Malcolm. Pendant un moment, tout devint noir, puis, lentement, la conscience revint. Malcolm était allongé sur le dos dans une clairière forestière, les restes déchiquetés du toboggan d'évacuation drapés sur eux comme un linceul jaune. Chaque partie de son corps hurlait d'agonie, mais Emma bougeait contre sa poitrine. Pleurant mais vivante, « Papa, papa, réveille-toi, je suis là, ma petite fille !» parvint Malcolm. Il la détacha avec des mains tremblantes, la vérifiant pour des blessures, des ecchymoses. Définitivement, peut-être une entorse au poignet, mais vivante. Miraculeusement, impossiblement vivante, ils avaient survécu à une chute d'un avion, pas les 9144 mètres que Janie avait menacés, mais encore assez haut pour que la survie aurait dû être impossible. Malcolm sortit son téléphone, écran fissuré, mais encore fonctionnel. Il avait du signal. Il composa le numéro de Chris Wilkinson. « Chris, c'est Malcolm. Nous sommes vivants. Suivez mon GPS et envoyez tout le monde. Les vents ont juste essayé de me tuer, moi et ma fille. J'ai tout enregistré. Tout. Bon Dieu, Malcolm. Je te trace maintenant. Ou dépêchez-vous juste. Et Chris, assurez-vous qu'il n'atterrisse pas cet avion. Arrêtez-les à la seconde où ils touchent le sol. Tous !» Malcolm mit fin à l'appel et serra Emma contre lui. Ils s'assirent là dans la forêt, attendant le secours, tandis qu'au-dessus, le jet privé de la famille Vance continuait vers n'importe quelle destination qu'ils avaient prévue. Ignorant que leur monde était sur le point de s'effondrer, Malcolm se permit un sourire sinistre. Il leur avait dit qu'ils partaient en guerre. Maintenant, ils allaient apprendre ce qui arrivait quand on partait en guerre contre un marine. 6 heures plus tard. Malcolm était assis dans un poste de police d'État du Connecticut, ses côtes bandées et son épaule pansée, observant à travers une vitre sans teint, tandis que des agents fédéraux arrêtaient Taylor Vance sur le tarmac de l'aéroport Hartford-Brainard. Emma dormait dans la pièce voisine, sous l'œil vigilant d'une avocate des victimes. Les médecins l'avaient examinée en profondeur, des ecchymoses mineures. Rien de plus, le harnais d'urgence que Malcolm lui avait attaché avait sauvé sa vie, avec son corps la protégeant pendant la chute. On appelait ça un miracle, Malcolm appelait ça une préparation rencontrant une opportunité. C'était la chose la plus folle que j'ai jamais vue, dit Chris Wilkinson, debout à côté de Malcolm tandis qu'il regardait un présentateur de nouvelles câblées interviewer un expert en aviation sur les chances de survie de leur évasion. L'histoire est partout. Ancien marine, homme d'affaires autodidacte, qui a fait tomber une famille milliardaire, corrompue. Les réseaux sociaux s'affolent. « Je ne suis pas un héros », dit Malcolm. « Je suis juste un père qui a refusé de mourir. » Eh bien, le public n'est pas d'accord. Chris sortit son ordinateur portable, montrant à Malcolm les hashtags tendances, Justice pour Malcolm, démanteler Les Vance. Père de l'année, ton histoire résonne, les gens en ont marre des criminels riches qui s'en tirent sans conséquence. Tu deviens un symbole ? Malcolm fit défiler les posts, des milliers de personnes partageant leurs propres histoires d'être écrasées par des familles puissantes, de perdre des proches à cause de la cupidité des compagnies pharmaceutiques, de batailles David contre Goliath qui se terminaient généralement avec David mort et Goliath plus riche. Mais il y avait d'autres posts aussi, des critiques, des questions, des théories du complot. Quelque chose ne colle pas. Comment a-t-il survécu à cette chute ?
Ça ressemble à une opération de pub. Personne n'est aussi chanceux, probablement en train de mentir sur tout. Les Vance sont de bonnes personnes. J'ai travaillé pour eux pendant des années. Malcolm pointa ce dernier. Ils vont essayer de me peindre comme le méchant. Ils ont de l'argent, des connexions, des firmes de relations publiques. Laisse-les essayer, dit Chris. Nous avons des preuves, des enregistrements, preuves physiques. L'enregistreur vocal du cockpit seul est suffisant pour les condamner 20 fois. Et le dossier de fraude est étanche. 3. décès, Malcolm. Les familles s'organisent déjà, déposent des plaintes pour mort injustifiée. Les Vance vont être noyés sous les procès pour le reste de leur vie. Un coup à la porte, les filles tous deux se raidirent. Chris vérifia le flux de la caméra de sécurité, puis se détendit. C'est la procureure, Linda Buchanan. Elle est bonne, dure comme du fer. Ne perds pas de procès. Linda Buchanan était une femme dans la cinquantaine avec des cheveux gris acier et des yeux intelligents et vifs. Elle se portait avec la confiance de quelqu'un qui avait passé des décennies à mettre des criminels derrière les barreaux. Elle serra la main de Malcolm avec une poigne ferme. « M. Sharp, j'ai examiné vos preuves. C'est impressionnant. Complète, presque obsessionnelle. J'ai eu 3 ans ?» dit Malcolm. « Et vous les avez bien utilisés ?» Elle s'assit, sortant sa propre tablette. « Je poursuis personnellement le dossier de fraude, accusation fédérale. Complot pour frauder la FDA, falsification de données d'essais cliniques, pote de vin à des officiels fédéraux et environ 300 chefs d'accusation d'homicide par négligence liés au décès de Vance Payne. Taylor et Johnny Vance mourront probablement en prison. Shelby Vance purgera aussi une peine significative et les accusations de tentative de meurtre, demanda Malcolm. C'est géré par le bureau du procureur de l'État du Connecticut. Ils ont les enregistrements du cockpit. Votre témoignage, celui d'Emma, bien que nous essayions de minimiser son implication, et des preuves physiques de l'appareil, c'est un autre dossier en béton. Les avocats de Shelby vont arguer qu'elle a été contrainte, dit Chris. Qu'elle craignait ses parents, qu'elle n'a pas réellement participé à l'agression. Le sourire de Linda était froid. Alors nous jouerons l'enregistrement où elle rit et te dit de tomber comme la ordure que tu es. Difficile de prétendre être contrainte quand on participe activement. Malcolm sentit une satisfaction sinistre. Il avait capturé ce moment sur son appareil d'enregistrement caché. Le masque de Shelby tombant complètement, révélant la cruauté en dessous, c'était la preuve qui détruirait toute sympathie que le jury pourrait avoir pour elle. « Quel est le calendrier ?» demanda Malcolm. « Le grand jury se réunit la semaine prochaine pour les accusations de fraude. Le dossier de tentative de meurtre prendra plus longtemps. Probablement 3 à 6 mois avant le procès. En attendant, je dois que tu sois prudent. Les Vance sont encore des alliés, des gens qui leur doivent des faveurs, des employés qui ne veulent pas voir leur source de salaire disparaître. Tu dis que je suis en danger ? Je dis que des gens riches, facing la prison à vie, font parfois des choses désespérées. Tu es le témoin clé dans plusieurs affaires. Si quelque chose t'arrivait, les preuves existent encore, dit Malcolm. J'en ai fait en sorte. Multiple copies. Multiple emplacements. Interrupteur de l'homme mort. Si je meurs, tout devient public automatiquement. Linda et Chris échangèrent des regards impressionnés. « Tu as vraiment pensé à tout ?» dit Linda. « Je suis un paranoïaque », répondit Malcolm. « Les Marines m'ont appris à planifier les scénarios du pire. Les Vance m'ont appris que les scénarios du pire arrivent vraiment. Eh bien, ta paranoïa pourrait te sauver la vie. » Linda se leva pour partir. « Je serai en contact. En attendant, reste dans la maison sûre, ne parle pas aux médias sans me consulter d'abord et garde ta fille près de toi. Les avocats des Vance vont essayer tout pour te discréditer. Ils fouilleront ton passé, chercheront tout ce qu'ils peuvent tordre ou utiliser contre toi. Sois prêt. » Après son départ, Malcolm s'assit en silence, digérant. Il savait intellectuellement que détruire les Vance serait un processus long et difficile. Mais le vivre réellement, traiter avec des avocats et des procureurs et l'examen des médias, c'était épuisant. « Papa !» Emma apparut dans l'embrasure de la porte, tenant un ours en peluche que Chris avait apporté. « On peut rentrer à la maison ?» Le cœur de Malcolm se brisa un peu. « À la maison ?» Il n'avait plus de maison. La propriété des Vance était une scène de crime. Sa vieille maison avait été vendue des années plus tôt. Tout ce qu'ils avaient construit avait disparu. « Pas encore, ma chérie, » dit-il doucement. « Mais nous trouverons une nouvelle maison, juste toi et moi, quelque part de sûr et heureux, sans maman ?» La question plana dans l'air. Malcolm avait redouté cette conversation. Comment expliquer à une enfant de 4 ans que sa mère avait essayé de tuer son père, que ses grands-parents étaient des monstres, que la famille qu'elle connaissait était construite sur des mensonges et de la corruption? Maman a fait de mauvais choix.
dit Malcolm prudemment, de vraiment mauvais choix. Elle a blessé des gens, alors elle doit partir pour un moment. Elle t'a blessé? Oui, ma petite. Elle l'a fait? Emma réfléchit à cela. Son petit visage sérieux au-delà de ses années, puis elle grimpa sur les genoux de Malcolm, prudente avec ses côtes bandées, et le serra fort. Je suis contente que tu ne sois pas mort. Papa, moi aussi, ma chérie, moi aussi. Et ils restèrent assis comme ça longtemps, père et fille, survivants d'une guerre que la plupart des gens ne pouvaient imaginer. Dehors, le monde observait leur histoire se dérouler. À l'intérieur, ils étaient de juste deux personnes, essayant de trouver comment avancer. Le téléphone de Malcolm vibra, un texto d'un numéro inconnu. « Tu penses d'avoir gagné? Tu n'as pas... Ma famille a survécu à pire que toi. Nous t'enterrerons au tribunal. Nous prendrons Emma, et tu mourras fauché et seul. » Ça devait être de Shelby. Utilisant un téléphone jetable, Malcolm fixa le message un long moment, puis prit une capture d'écran et la transféra à Chris. Plus de preuves de harcèlement, de menaces, de l'incapacité des Vance à accepter que leur règne de terreur était terminé. Puis il tapa une réponse. « Je suis déjà mort, dans cet avion. Quand tu as choisi tes parents plutôt que notre fille, je suis mort. L'homme qui t'aimait, qui croyait en toi, qui pensait que nous construisions quelque chose de réel, il est parti. Ce qui reste est quelqu'un qui a appris des meilleurs comment détruire des ennemis. Et tu es mon ennemi maintenant? Shelby, vous tous l'êtes? Alors apporte tes avocats, apporte ton argent, apporte tout ce que tu as. Je suis prêt pour la guerre. » Il envoya, puis bloqua le numéro. Malcolm s'adossa dans la chaise, fermant les yeux. Son corps lui faisait mal, son cœur lui faisait encore plus mal, mais sous la douleur, sous l'épuisement, il y avait quelque chose de solide et inébranlable, de la détermination, de la direction. Les Vance avaient fait une erreur fondamentale. Ils avaient supposé que Malcolm était faible parce qu'il les avait aimés, parce qu'il avait essayé de faire fonctionner le mariage, parce qu'il avait enduré leur mépris pour le bien d'Emma, mais l'amour n'était pas une faiblesse. L'amour était la raison pour laquelle il avait passé 3 ans à rassembler des preuves. L'amour était la raison pour laquelle il avait étudié les protocoles d'urgence et les systèmes d'avion. L'amour était la raison pour laquelle il avait survécu à une chute impossible et gardé sa fille en sécurité. Les Vance ne comprenaient pas l'amour, ils comprenaient l'argent, le pouvoir, la manipulation, mais ils n'avaient jamais compris que quelqu'un qui aimait vraiment brûlerait le monde pour protéger ce qui comptait. Malcolm Sharp était sur le point de leur apprendre cette leçon et ça allait leur coûter tout. Chapitre 5, la tempête médiatique le lendemain matin. L'histoire avait explosé sur tous les médias du pays. Héritier pharmaceutique arrêté pour complot de meurtre en vol. Hurlait le titre sur CNN. Le règne de terreur d'une famille milliardaire exposé, déclarait le New York Times. Un père sauve sa fille dans une évasion dramatique d'avion. Lycée USA Today. Malcolm observait la couverture depuis une maison sûre, arrangée par le FBI, un appartement modeste dans un bâtiment sécurisé où lui et Emma pouvaient séjourner pendant que l'enquête se déroulait. Emma était dans la chambre, jouant avec des jouets que Chris avait apportés, béatement inconsciente de la frénésie médiatique tourbillonnant autour d'eux. « Tu es un héros », dit Chris, debout à côté de Malcolm tandis qu'il regardait un présentateur de nouvelles câblées interviewer un expert en aviation sur les chances de survie de leur évasion. L'histoire est partout. Ancien marine, homme d'affaires autodidacte, qui a fait tomber une famille milliardaire, corrompue. Les réseaux sociaux s'affolent. « Je ne suis pas un héros », dit Malcolm. « Je suis juste un père qui a refusé de mourir. » Eh bien, le public n'est pas d'accord. Chris sortit son ordinateur portable, montrant à Malcolm les hashtags tendances « Justice pour Malcolm », démantelé Les Vance. « Perdez l'année, ton histoire résonne. Les gens en ont marre des criminels riches qui s'en tirent sans conséquence. Tu deviens un symbole ?» Malcolm fit défiler les posts, des milliers de personnes partageant leurs propres histoires, d'être écrasées par des familles puissantes, de perdre des proches à cause de la cupidité des compagnies pharmaceutiques, de batailles, David contre Goliath qui se terminait généralement avec David mort et Goliath plus riche. Mais il y avait d'autres posts aussi, des critiques, des questions, des théories du complot. Quelque chose ne colle pas. Comment a-t-il survécu à cette chute? Ça ressemble à une opération de pub. Personne n'est aussi chanceux, probablement en train de mentir sur tout. Les Vance sont de bonnes personnes. J'ai travaillé pour eux pendant des années. Malcolm pointa ce dernier. Ils vont essayer de me peindre comme le méchant. Ils ont de l'argent, des connexions, des firmes de relations publiques. Laisse-les essayer, dit Chris. Nous avons des preuves, des enregistrements, preuves physiques.
L'enregistreur vocal du cockpit seul est suffisant pour les condamner 20 fois. Et le dossier de fraude est étanche. 317 décès, Malcolm. Les familles s'organisent déjà, déposent des plaintes pour mort injustifiée. Les Vance vont être noyés sous les procès pour le reste de leur vie. Un coup à la porte, les filles tous deux se raidirent. Chris vérifia le flux de la caméra de sécurité, puis se détendit. C'est la procureure. Linda Buchanan, elle est bonne, dure comme du fer. Ne perds pas de procès. Linda Buchanan était une femme dans la cinquantaine avec des cheveux gris acier et des yeux intelligents et vifs. Elle se portait avec la confiance de quelqu'un qui avait passé des décennies à mettre des criminels derrière les barreaux. Elle serra la main de Malcolm avec une poigne ferme. « M. Shop. J'ai examiné vos preuves. C'est impressionnant. Complète, presque obsessionnelle. J'ai eu 3 ans, dit Malcolm. Et vous les avez bien utilisés ?» Elle s'assit, sortant sa propre tablette. « Je poursuis personnellement le dossier de fraude. Accusation fédérale. Complot pour frauder la FDA. Falsification de données d'essais cliniques, pote de vin à des officiels fédéraux et environ 300 chefs d'accusation d'homicide par négligence liés au décès de Vance Payne. Taylor et Jenny Vance mourront probablement en prison. Shelby Vance purgera aussi une peine significative. Et les accusations de tentative de meurtre ? Demanda Malcolm. C'est géré par le bureau du procureur de l'État du Connecticut. Ils ont les enregistrements du cockpit, votre témoignage, celui d'Emma. Bien que nous essayions de minimiser son implication et des preuves physiques de l'appareil, c'est un autre dossier en béton. Les avocats de Shelby vont arguer qu'elle a été contrainte, dit Chris. Qu'elle craignait ses parents, qu'elle n'a pas réellement participé à l'agression. Le sourire de Linda était froid. Alors nous jouerons l'enregistrement où elle rit et te dit de tomber comme la ordure que tu es. Difficile de prétendre être contrainte quand on participe activement. Malcolm sentit une satisfaction sinistre. Il avait capturé ce moment sur son appareil d'enregistrement caché, le masque de Shelby tombant complètement, révélant la cruauté en dessous. C'était la preuve qui détruirait toute sympathie que le jury pourrait avoir pour elle. « Quel est le calendrier ?» demanda Malcolm. Le grand jury se réunit la semaine prochaine pour les accusations de fraude. Le dossier de tentative de meurtre prendra plus longtemps, probablement 3 à 6 mois avant le procès. En attendant, je dois que tu sois prudent. Les Vance sont encore des alliés, des gens qui leur doivent des faveurs, des employés qui ne veulent pas voir leur source de salaire disparaître. Tu dis que je suis en danger ? Je dis que des gens riches fassignent la prison à vie font parfois des choses désespérées. Tu es le témoin clé dans plusieurs affaires. Si quelque chose t'arrivait, les preuves existent encore, dit Malcolm. J'en ai fait en sorte. Multiple copies, multiple emplacements, interrupteur de l'homme mort. Si je meurs, tout devient public automatiquement. Linda et Chris échangèrent des regards impressionnés. « Tu as vraiment pensé à tout ?» dit Linda. « Je suis un paranoïaque » répondit Malcolm. « Les Marines m'ont appris à planifier les scénarios du pire. Les Vance m'ont appris que les scénarios du pire arrivent vraiment. Eh bien, ta paranoïa pourrait te sauver la vie. » Linda se leva pour partir. « Je serai en contact. En attendant, reste dans la maison sûre. Ne parle pas aux médias sans me consulter d'abord et garde ta fille près de toi. » Les avocats des Vance vont essayer tout pour te discréditer. Ils fouilleront ton passé, chercheront tout ce qu'ils peuvent tordre ou utiliser contre toi. Sois prêt. Après son départ, Malcolm s'assit en silence, digérant. Il savait intellectuellement que détruire les Vance serait un processus long et difficile. Mais le vivre réellement, traiter avec des avocats et des procureurs et l'examen des médias, c'était épuisant. « Papa !» Emma apparut dans l'embrasure de la porte, tenant un ours en peluche que Chris avait apporté. « On peut rentrer à la maison ?» Le cœur de Malcolm se brisa un peu. À la maison, il n'avait plus de maison. La propriété des Vance était une scène de crime. Sa vieille maison avait été vendue des années plus tôt. Tout ce qu'ils avaient construit avait disparu. « Pas encore, ma chérie, » dit-il doucement. « Mais nous trouverons une nouvelle maison, juste toi et moi, quelque part de sûr et heureux, sans maman. » La question plana dans l'air. Malcolm avait redouté cette conversation. Comment expliquer à une enfant de 4 ans que sa mère avait essayé de tuer son père, que ses grands-parents étaient des monstres, que la famille qu'elle connaissait était construite sur des mensonges et de la corruption? Maman a fait de mauvais choix, dit Malcolm prudemment. De vraiment mauvais choix? Elle a blessé des gens, alors elle doit partir pour un moment. Elle t'a blessé? Oui, ma petite, elle l'a fait. Emma réfléchit à cela, son petit visage sérieux au-delà de ses années. Puis elle grimpa sur les genoux de Malcolm, prudente avec ses côtes bandées, et le serra fort. « Je suis contente que tu ne sois pas mort. »« Papa, moi aussi, ma chérie.
Moi aussi. Ils restèrent assis comme ça longtemps, père et fille, survivants d'une guerre que la plupart des gens ne pouvaient imaginer, dehors. Le monde observait leur histoire se dérouler. À l'intérieur, ils étaient juste deux personnes essayant de trouver comment avancer. Le téléphone de Malcolm vibra, un texto d'un numéro inconnu. « Tu penses d'avoir gagné ? Tu n'as pas... Ma famille a survécu à pire que toi. Nous t'enterrerons au tribunal. Nous prendrons Emma et tu mourras fauché et seul. » Ça devait être de Shelby, utilisant un téléphone jetable. Malcolm fixa le message un long moment, puis prit une capture d'écran et la transféra à Chris. Plus de preuves de harcèlement, de menaces, de l'incapacité des Vance à accepter que leur règne de terreur était terminé. Puis il tapa une réponse « Je suis déjà mort, dans cet avion, quand tu as choisi tes parents plutôt que notre fille. Je suis mort, l'homme qui t'aimait, qui croyait en toi, qui pensait que nous construisions quelque chose de réel. Il est parti. Ce qui reste est quelqu'un qui a appris des meilleurs comment détruire des ennemis. Et tu es mon ennemi maintenant. Shelby, vous tous l'êtes. Alors apporte tes avocats, apporte ton argent, apporte tout ce que tu as. Je suis prêt pour la guerre. » Il envoya, puis bloqua le numéro. Malcolm s'adossa dans la chaise, fermant les yeux. Son corps lui faisait mal, son cœur lui faisait encore plus mal. Mais sous la douleur, sous l'épuisement, il y avait quelque chose de solide et inébranlable, de la détermination, de la direction. Les Vance avaient fait une erreur fondamentale. Ils avaient supposé que Malcolm était faible parce qu'il les avait aimés, parce qu'il avait essayé de faire fonctionner le mariage, parce qu'il avait enduré leur mépris pour le bien d'Emma, mais l'amour n'était pas une faiblesse. L'amour était la raison pour laquelle il avait passé 3 ans à rassembler des preuves. L'amour était la raison pour laquelle il avait étudié les protocoles d'urgence et les systèmes d'avion. L'amour était la raison pour laquelle il avait survécu à une chute impossible et gardé sa fille en sécurité. Les Vance ne comprenaient pas l'amour. Ils comprenaient l'argent, le pouvoir, la manipulation, mais ils n'avaient jamais compris que quelqu'un qui aimait vraiment brûlerait le monde pour protéger ce qui comptait. Malcolm Sharp était sur le point de leur apprendre cette leçon. Et ça allait leur coûter tout. Chapitre 6, Alliés et ennemis, 2 semaines plus tard. Malcolm se tenait dans un tribunal du Connecticut, observant un grand jury rendre des actes d'accusation contre toute la famille Vance. Les charges étaient étendues: complot, fraude, homicide par négligence, tentative de meurtre, agression avec une arme mortelle. L'audience pour la caution prit 4 heures. Les avocats de Taylor Vance arguaient qu'il était un pilier de la communauté, pas un risque de fuite. Méritant une caution, la procureure, Linda Buchanan, joua l'enregistrement vocal du cockpit où Taylor menaçait explicitement de jeter Malcolm de l'avion. La caution fut refusée. Les avocats de Janie Vance arguaient qu'elle était une femme âgée sans casier judiciaire, que son âge et sa santé la rendaient non menaçante. Linda joua l'enregistrement de Jenny tirant sur Malcolm. La caution fut refusée. Les avocats de Shelby avaient un argument plus dur à faire. Elle était la mère d'Emma. Après tout, ils plaidèrent pour une caution afin qu'elle puisse voir sa fille, maintenir leur relation. Ils la peignirent comme une victime de l'influence de ses parents, une femme qui avait été manipulée et contrôlée toute sa vie. Puis Linda joua l'enregistrement. « Tombe comme la ordure que tu es ». La voix de Shelby, pleine de venin et de rire. La caution fut refusée. Malcolm observa les 3 Vance être emmenés menottés, leurs vêtements coûteux paraissant déplacés sous l'éclairage fluorescent dur du tribunal. Taylor blablatait encore, faisant des menaces. Janie était silencieuse, son visage un masque de fureur. Shelby pleurait, mais Malcolm ne ressentit rien en regardant ses larmes. C'étaient les larmes de quelqu'un qui s'était fait prendre, pas de quelqu'un qui était désolé. « Comment te sens-tu » demanda Chris tandis qu'il quittait le tribunal, se frayant un chemin à travers une foule de reporters. « Comme si je pouvais enfin respirer » admit Malcolm. « Pendant 3 ans, j'ai attendu que l'autre chaussure tombe. Maintenant, ce sont eux qui attendent. Ce sont eux qui sont en cage. » Mais la guerre n'était pas terminée. Loin de là, le mois suivant apporta de nouveaux défis. Malcolm dut témoigner devant le grand jury sur le dossier de fraude, détaillant comment ils avaient falsifié des essais cliniques, les officiels soudoyés, les décès couverts. Il passa 6 heures à répondre à des questions, fournissant du contexte pour des milliers de pages de preuves. La couverture médiatique s'intensifia. Plus de familles se manifestèrent, des gens dont les proches étaient eux morts à cause de Vance Payne. Les poursuites pour mort injustifiées se multiplièrent, 50 affaires, puis 100, puis 200. Le cours de l'action de Vance Industries s'effondra. L'entreprise elle-même était démantelée, actifs saisis pour payer les règlements futurs.
Malcolm observa l'Empire brûler, sans sympathie. 317 personnes étaient mortes, ces familles méritaient justice, mais les Vance ne partaient pas calmement. Leurs avocats lancèrent une attaque coordonnée sur le caractère de Malcolm. Ils prétendaient qu'il avait séduit Shelby délibérément, épousé la famille pour voler leurs richesses. Ils déterrèrent ses dossiers militaires, essayant de le peindre comme instable, violent, sujet à des rages dues au SSPT. Ils trouvèrent d'anciens collègues prêts à dire qu'il avait été difficile à travailler avec, exigeant, obsessionnel. C'est tout du bullshit, assura Chris. Examinant les dépôts de l'opposition, il jette tout au mur en espérant que quelque chose colle. Mais tu as des médailles de combat, des commendations, un dossier impeccable. Et les employés qu'ils ont trouvés pour te salir? Nous avons déjà découvert que les Vance les ont payés, bien sûr qu'ils l'ont fait. Malcolm n'était pas surpris. Les Vance opéraient de la même façon depuis des décennies. Achète ce que tu peux, intimide ce que tu ne peux pas acheter et détruis tout ce qui ne coopère pas. Mais Malcolm avait des alliés aussi. Maurice Livingston n'était pas le seul ancien employé à se manifester. 12 autres le contactèrent, offrant des témoignages sur comment les Vance avaient systématiquement détruit l'entreprise de Malcolm. Ils fournirent des emails, des documents, des enregistrements de réunions où Taylor avait explicitement discuté de conduire Malcolm à la ruine financière. « Nous aurions dû parler plus tôt ?» dit Maurice à Malcolm quand ils se rencontrèrent pour un café dans un diner loin du Connecticut. « Nous savions ce qu'il te faisait, mais nous avions peur. Il faisait des menaces, offrir des pots de vin. Certains gars ont pris l'argent et sont restés silencieux, mais te voir riposter « Malcolm », ça nous a inspirés. Ça nous a rappelé que nous sommes censés avoir une colonne vertébrale. Malcolm secoua la tête. Je ne blâme personne d'être resté silencieux. Les Vance étaient terrifiants à affronter. Ils avaient des ressources infinies, une patience infinie. Ils dépenseraient 1 million d'euros pour détruire quelqu'un pour une rancune de 100 euros. Juste pour faire un exemple, Maurice corrigea avec un sourire sinistre. Temps passé, ils sont finis. Leur entreprise s'effondre. Leurs actifs sont gelés et ils vont en prison. Tu les as battus, Malcolm? Pas encore, dit Malcolm. Les procès n'ont même pas commencé. Ils pourraient encore s'en sortir. Pas question. Pas avec les preuves que tu as. Pas avec les enregistrements du cockpit? Maurice se pencha en avant. Mais il y a autre chose. Quelque chose que tu devrais savoir. Quoi? Certains d'entre nous ont fouillé, regardé d'autres projets de Vance Industries, d'autres médicaments qu'ils ont poussés. Nous avons trouvé quelque chose de mauvais. Vraiment mauvais. Maurice sortit un ordinateur portable, ouvrit un fichier crypté. Il y a 6 ans, Vance Industries développait un médicament pour Alzheimer. Il l'appelait MindGuard. Les essais précoces montrèrent des promesses, mais ensuite quelque chose a mal tourné. Les patients ont commencé à avoir des crises, des AVC. Au moins 15 personnes sont mortes pendant l'essai. Le sang de Malcolm se glaça. Pourquoi n'en ai-je pas entendu parler? Parce qu'ils l'ont enterré profondément. Payer les familles, détruire les dossiers, falsifier les données de l'essai pour montrer que les décès étaient de causes naturelles. Puis, ils ont mis le médicament de côté et passé à d'autres projets. Maurice fit défiler les documents, mais nous avons trouvé les notes de recherche originales, nous avons trouvé des emails discutant du cover-up. Malcolm, ce n'est pas juste de la négligence comme avec Vance Payne. C'est un meurtre actif, délibéré. Malcolm fixa l'écran, son esprit bouillonnant. Si c'était vrai, et il n'avait aucune raison d'en douter, Maurice. Alors, les crimes des Vance allèrent au bien plus profond que quiconque ne le savait. Ce n'était pas juste de la fraude, c'était un pattern de tuer des gens pour le profit. Puis effacer les preuves? Puis-je avoir des copies de tout? Demanda Malcolm. Déjà fait? Disque crypté. Maurice le glissa sur la table. Qu'est-ce que tu vas en faire? Le donner à Linda Buchanan. Le donner au FBI? Laissez les ajouter à la pile. Malcolm empocha les disques. Les Vance vont mourir en prison. Maurice, je vais m'en assurer absolument. Ils finirent leur café en silence, les 2 hommes digérant le poids de ce qu'ils avaient découvert. 15 victimes de plus, 15 familles de plus qui méritent justice. Tandis que Malcolm rentrait à la maison sûre, son téléphone sonna, numéro inconnu. Il répondit prudemment « Allô? M. Shop. » Une voix de femme, nerveuse, jeune. « Je m'appelle Suzanne Shields. Je suis journaliste au Hartford Courant. J'enquête sur la famille Vance depuis 2 ans. J'aimerais vous parler. » Les instincts de Malcolm s'alarmèrent. « Je ne suis pas censé parler à la presse sans l'autorisation de la procureure. »« Je comprends. May M. Shop. Je pense que nous pouvons nous aider mutuellement. J'ai des informations sur les Vance qui ne sont pas dans les archives publiques.
des choses qu'ils ont faites avant que vous épousiez la famille, des crimes qui ont été couverts. Je veux les publier, mais j'ai besoin de quelqu'un pour témoigner, quelqu'un avec de la crédibilité. Pourquoi moi? Parce que vous êtes la seule personne qui a jamais réussi à les combattre. Tous les autres qui ont essayé ont fini détruits, ou morts, ou disparus. Mais vous avez survécu, vous êtes encore debout, et les gens vous croient. Malcolm pensa à l'évidence de Mindguard dans sa poche, aux 317 victimes de Vance Payne, aux 15 victimes de Mindguard. À combien d'autres il pourrait y en avoir? Des crimes et des meurtres enterrés si profondément que personne ne savait même chercher. Quel genre d'informations? Demanda-t-il. Rencontrez-moi en personne, et je vous montrerai. Demain, 14 heures, la bibliothèque publique de Middletown. Venez seul. Ne dites rien à personne. J'ai été menacé par les gens des Vance avant. Je dois être prudente. Chaque instinct de Malcolm hurlait que c'était un piège. Mais il avait appris à évaluer les risques, à calculer les odds, et quelque chose dans la voix de Susan Shields sonnait vrai, effrayé. Mais vrai, j'y serai, dit-il. Mais si c'est une sorte de piège, ce n'est pas... Je promets, elle raccrocha avant qu'il puisse dire quoi que ce soit d'autre. Malcolm s'assit dans sa voiture un long moment, réfléchissant, puis il appela Chris. J'ai besoin d'une faveur. Je rencontre quelqu'un demain, une journaliste qui prétend avoir des saletés sur les Vance. Je veux un soutien, mais à distance. Quelqu'un qui surveille pour s'assurer que ce n'est pas une embuscade. Tu devrais juste ne pas y aller, dit Chris. Ça sent le piège. Probablement, mais si ce n'est pas, si elle a vraiment plus de preuves. Chris, combien d'autres familles y a-t-il? Combien d'autres victimes que nous ignorons? Silence sur la ligne. Puis, j'aurai des agents à proximité, un civil à distance. Tu portes un micro? Au moindre signe de problème. Nous intervenons. Merci, Malcolm. Sois prudent, les Vance n'ont plus rien à perdre. Ça les rend plus dangereux? Pas moins. Malcolm pensa au visage de Taylor au tribunal, la rage et le désespoir, à la froide calculation de Jenny, aux larmes de Shelby qui ne signifiaient rien. Je sais, dit-il, mais ils m'ont rendu plus dangereux. Moi aussi. Il raccrocha et rentra à la maison sûre, où Emma l'attendait avec ses jouets et son innocence. Elle guérissait lentement. Avec l'aide d'un psychologue pour enfants spécialisé dans les traumas, elle demandait moins pour sa mère maintenant, ne demandait jamais pour ses grands-parents. Malcolm lui lut une histoire au coucher. L'aborda, embrassa son front. « Je t'aime, ma chérie. Je t'aime aussi. Papa, tu es le meilleur papa du monde ?» Il la regarda s'endormir, puis alla dans sa chambre et ouvrit le disque crypté de Maurice. Les fichiers Mindguard étaient étendus, données d'essais cliniques, rapports de décès, emails discutant explicitement de couvrir les décès, nombre de patients, dates, lieux, et puis, enterré dans les fichiers, quelque chose d'autre, une liste d'autres projets, d'autres médicaments, d'autres essais. Malcolm passa la nuit à lire, sa colère grandissant à chaque page. Les Vance n'avaient pas juste été négligents, ils avaient été systématiques. Ils avaient traité les vies humaines comme des pertes acceptables dans leur poursuite du profit. Ils avaient tué et couvert et tué encore et encore, pendant des décennies. Au lever du soleil, Malcolm avait pris une décision. Il n'allait pas juste mettre les Vance en prison. Il allait s'assurer que leur héritage entier brûle. Chaque crime exposé, chaque victime remembered, chaque euro de leur richesse dépouillé et donné aux familles qu'ils avaient détruites. Les Vance lui avaient appris à être impitoyables. Maintenant, ils allaient apprendre qu'il avait été un excellent élève. Chapitre 7, le cadeau de la journaliste. La bibliothèque publique de Middletown était animée à 14 heures, des étudiants universitaires étudiants, des retraités parcourant, des enfants à l'heure du compte. Malcolm balaya la salle de lecture, repéra Susan Shields immédiatement. Elle avait la trentaine. Cheveux noirs tirés en arrière, portant un jean et un sweat d'université. Elle leva les yeux quand il s'approcha, du soulagement traversant son visage. « M. Sharp. Merci d'être venu. » Elle avait un sac pour ordinateur portable en bandoulière, serré fort, comme s'il contenait de l'or. « Je n'étais pas sûr que vous viendriez. J'ai presque pas... » Malcolm s'assit en face d'elle, hyper conscient du micro sous sa chemise, que les agents du FBI que Chris avait stationnés autour de la bibliothèque. Sautons les politesses. « Qu'avez-vous » Suzanne ouvrit son ordinateur portable, orienta l'écran loin des caméras de sécurité. « Il y a 3 ans, j'ai été assigné à écrire un article flatteur sur les dons charitables de Vance Industries, famille riche qui redonne ce genre de choses. Mais en recherchant, j'ai trouvé des discrepances.
de l'argent censé aller à des hôpitaux et écoles, mais qui n'arrivait jamais, des subventions listées, mais jamais déboursées, détournements. Non, pire, elle ouvrit une feuille de calcul, l'argent allait à des sociétés écrans détenues par les Vance. Ces sociétés payaient ensuite des pots de vin à des politiciens, officiels de la FDA et conseils médicaux. C'était une opération de blanchiment d'argent déguisée en charité. Ils donnaient publiquement, obtenaient des réductions fiscales et de bonnes relations publiques, puis redirigeaient l'argent droit dans leur réseau de corruption. Malcolm étudia les chiffres, des millions d'euros passant par de fausses charités, finissant dans les poches de gens censés réguler Vance Industries. C'était élégant, d'une manière malade, le genre de choses qui prendrait des années à démêler si quelqu'un se donnait la peine de regarder. J'ai essayé de publier ça il y a 2 ans, continua Suzanne. Mon rédacteur a tué l'article. A dit que les Vance menacèrent de poursuivre le journal jusqu'à la faillite si nous le publions, puis j'ai commencé à être suivi. Mon appartement a été cambriolé, rien pris, mais des choses déplacées, des messages laissés. J'ai eu peur, j'ai reculé. Pourquoi vous manifestez maintenant? Parce que vous prouvez qu'ils ne sont pas invincibles. Vous prouvez qu'ils peuvent être battus, sa voix trembla légèrement, et parce que j'ai trouvé quelque chose d'autre, quelque chose qui m'a fait réaliser que je ne pouvais plus rester silencieuse, elle ouvrit un autre fichier, Malcolm se pencha en avant, lisant, et sentit son sang se glacer. Bon Dieu, le document était un rapport du coroner d'il y a 15 ans. Carl Stark, âge 47, mort d'une crise cardiaque pendant son témoignage devant le Congrès sur les pratiques de l'industrie pharmaceutique. Le rapport le listait comme cause naturelle, mais agrafé à lui se trouvait un second document, un rapport toxicologique qui avait été perdu et seulement récemment resurfaced. Carl Stark avait été empoisonné avec une substance qui mimait une crise cardiaque. Les niveaux dans son sang étaient astronomiques. Bien au-delà de ce qui pourrait se produire naturellement, Carl Stark allait exposer les pratiques frauduleuses de Vance Industries devant le Congrès, expliqua Suzanne. Son témoignage aurait déclenché des enquêtes fédérales, possiblement des accusations criminelles contre Taylor Vance, puis il est mort soudainement, juste avant de pouvoir témoigner. Tout le monde a supposé que c'était le stress. Mais ce n'était pas le stress, c'était un meurtre. Comment avez-vous obtenu ça? Une source au bureau du médecin légiste. Quelqu'un qui l'avait gardé pendant 15 ans, trop effrayé pour se manifester, mais après avoir vu que vous aviez survécu et riposté, les gens deviennent courageux. M. Shop. Les gens sont enfin prêts à parler. Malcolm fixa les preuves devant lui. Pas juste de la fraude, pas juste de la négligence. Un meurtre réel, prémédité. Les Vance avaient tué un témoin pour se protéger. Il y a plus, dit Suzanne doucement. Elle ouvrit une liste de noms. 7 autres personnes qui étaient mortes soudainement en enquêtant ou s'opposant à Vance Industries, toutes jugées causes naturelles ou accidents, mais le timing est trop parfait. Elles sont toutes mortes juste avant des moments critiques, juste avant un témoignage, juste avant la publication de rapports dommageables, juste avant des procès. 7 personnes, peut-être assassinées, tout pour protéger l'empire des Vance. Pouvez-vous prouver qu'elles ont été assassinées? Demanda Malcolm. Pas définitivement. Mais les preuves circonstancielles sont accablantes. Et avec le rapport toxicologique de Carl Stark, il y a un précédent, doute raisonnable que les autres aient été naturels. Elle ferma l'ordinateur portable. Je publie cet article M. Shop, avec ou sans votre implication. Mais je voulais que vous ayez l'information en premier. Vous construisez un dossier contre eux, ça pourrait aider. Malcolm hocha la tête lentement. J'ai besoin de copies de tout, déjà préparées. Elle lui tendit une clé USB, cryptée. Le mot de passe est l'anniversaire de votre fille. J'ai pensé que vous vous en souviendriez. Comment connaissez-vous l'anniversaire de ma fille? Suzanne sourit tristement. J'ai recherché votre famille pendant 1 an. M. Shop. Je sais beaucoup sur vous. Je sais que vous étiez un bon père, même quand les Vance vous traitaient comme de la merde. Je sais que vous avez bâti une entreprise à partir de rien et qu'ils l'ont détruite par dépit. Je sais que vous êtes la seule personne décente dans toute cette famille toxique. Elle marqua une pause. Je sais aussi que vous avez tout enregistré, que vous avez planifié ça pendant des années. Certains vous appellent manipulateur pour ça. Moi, je dis intelligent. Certains diraient obsessionnel. Certains n'ont jamais été piégés dans un cauchemar dont ils ne pouvaient tous s'échapper. Suzanne se leva pour partir. Mon article publie demain. Il y aura des retombées. Les avocats des Vance m'attaqueront, probablement me poursuivront. Mais j'en ai fini d'avoir peur d'eux. Si vous avez pu survivre à être jeté d'un avion, je peux survivre à un procès. Elle partit avant que Malcolm puisse répondre, disparaissant dans les rayonnages de la bibliothèque comme un fantôme. Malcolm s'assit seul avec la clé USB, digérant ce qu'il avait appris.
7 meurtres possibles, des dizaines de décès dus à des médicaments, des centaines de vies détruites. Les Vance n'étaient pas juste des criminels, ils étaient des monstres. Malcolm quitta la bibliothèque, hocha la tête aux agents du FBI observant à distance et rentra à la maison sûre. Au lieu d'entrer, il s'assit dans la voiture et appela Linda Buchanan. « J'ai de nouvelles preuves », dit-il quand elle répondit « Multiples meurtres, falsification de témoins par meurtre. Un rapport toxicologique qui prouve que Carl Stark a été empoisonné, silence sur la ligne. Puis, envoie-moi tout, je le revois ce soir. Si c'est légitime, ça change tout le dossier. Nous ne parlons plus juste de fraude et tentative de meurtre. Nous parlons d'accusations capitales. Le Connecticut n'a pas la peine de mort. Les accusations fédérales de meurtre l'ont. Si les Vance ont tué Carl Stark pour empêcher son témoignage au Congrès, c'est une falsification de témoin fédéral résultant en mort. C'est la vie sans libération conditionnelle au minimum. Possible peine de mort. La voix de Linda était dure. Envoie-moi les preuves. Malcolm, laisse-moi faire mon travail. Malcolm transféra les fichiers cryptés, puis s'assit dans l'obscurité, réfléchissant. 3 ans plus tôt, il avait épousé ce qu'il pensait être une famille réussie. Quoique froide, il pensait que le pire chez eux était la snoberie et la cruauté. Il n'avait aucune idée qu'il épousait une famille criminelle qui rendrait la mafia fière. Son téléphone vibra, un message de Chris. « Tout va bien. Tu es assis dans ta voiture depuis 20 minutes ?» Malcolm répondit, juste en train de réfléchir. « Je vais bien, j'entre maintenant. » Mais il n'allait pas bien. Il réalisait que peu importe la quantité de preuves qu'il rassemblait, peu importe le nombre de crimes qu'il exposait, il ne comprendrait jamais pleinement les profondeurs de la dépravation des Vance. Il y aurait toujours plus de victimes, plus de crimes, plus de corps enterrés dans leur passé, et cela signifiait qu'il ne pouvait jamais arrêter de se battre, jamais se reposer, pas jusqu'à ce que chaque secret soit exposé et chaque crime puni. Malcolm entra enfin, vérifia Emma, dormant paisiblement, Dieu merci, et s'assit à son ordinateur. Les fichiers cryptés que Suzanne lui avait donnés étaient étendus que des années de recherche, des dizaines de décès suspects, un trail paper suggérant que les Vance tuaient des gens qui les menaçaient depuis au moins 2 décennies. Il commença à copier les fichiers, les organiser, se préparant à les envoyer à chaque autorité pertinente, FBI, police d'État, comité de surveillance congressionnel, conseil réglementaire pharmaceutique. Les Vance avaient bâti leur empire sur des cadavres. Malcolm allait s'assurer que tout le monde le sache. Vers minuit, son téléphone sonna. Numéro inconnu encore. Malcolm répondit prudemment. « Allô, espèce de fils de pute ?» La voix de Taylor Vance. Appelant de prison, les détenus avaient accès à des téléphones. « Tu penses avoir gagné ? Tu penses que détruire mon entreprise signifie quelque chose ? Taylor, m'appeler de prison ? Comment va la combinaison ? Va te faire foutre, Malcolm. Tu n'étais rien quand Shelby t'a rencontré ? Rien qu'un grunt avec des delusions de grandeur. Nous t'avons fait. Nous t'avons donné accès à notre monde et tu nous as trahis. Vous avez essayé de me jeter d'un avion ? Tu le méritais. » La voix de Taylor monta, perdant le contrôle. « Tu n'as jamais été assez bon pour ma fille. Jamais assez bon pour cette famille. Tu aurais dû signer les papiers, prendre l'argent et disparaître comme un bon petit paysan. Au lieu de ça, j'ai rassemblé des preuves de vos crimes et vous ai fait arrêter. Ouais, je suis drôle comme ça. Tu penses que les preuves importent, Da. Tu penses que je ne m'en sortirai pas. J'ai les meilleurs avocats que l'argent peut acheter. J'ai des juges dans ma poche. Et j'ai un rapport toxicologique montrant que vous avez empoisonné Carl Stark il y a 15 ans. Malcolm interrompit. J'ai des preuves de 7 autres décès suspects. J'ai votre schéma de blanchiment d'argent à travers de fausses moucharités. J'ai Mindguard et les 15 personnes mortes que vous avez couvertes. Et j'ai des enregistrements de vous menaçant de me tuer. Taylor, vous n'allez jamais sortir de prison ? Vous allez y mourir, oublié et méprisé, et je vais m'assurer qu'Emma ne se souvienne même pas de votre nom. Silence. Puis, tu ne peux pas garder ma petite fille loin de moi. J'ai des droits. Vous n'avez rien. Vous êtes un criminel condamné attendant un procès pour multiples accusations de meurtre. Vous ne verrez plus jamais Emma. Elle est en sécurité loin de vous. Finalement, Malcolm raccrocha avant que Taylor puisse répondre. Laissez le vieil homme rager impuissant dans sa cellule. Laissez-le réaliser, lentement, que son empire était vraiment parti, que son pouvoir était brisé, que Malcolm Sharp l'avait battu complètement. Le matin suivant, l'article de Suzanne Shields fut publié. Le compte des corps des Vance. Comment un empire pharmaceutique a été bâti sur le meurtre, hurlait le titre. Le Hartford Courant le mit en première page. À midi, il avait été repris par l'Associated Press. Le soir, c'était une nouvelle nationale.
Malcolm observa la couverture avec une satisfaction sinistre. Chaque média majeur couvrait maintenant non seulement la fraude Vance Payne, mais les meurtres possibles, les décès suspects, le pattern de décennies d'éliminer les menaces, l'opinion publique, qui était déjà contre les Vancy. Se transforma en Heine outright. Des manifestants se rassemblèrent devant le tribunal, les familles des victimes tinrent des veillées, des politiciens qui avaient pris de l'argent des Vance se démenaient pour se distancier. L'Empire ne tombait pas juste, il était déchiré par une foule en colère, et Malcolm Sharp se tenait au centre de tout, l'homme qui avait fait s'effondrer tout, mais il n'avait pas fini. Chapitre 8, le procès, 4 mois plus tard. Malcolm s'assit au premier rang d'une salle d'audience fédérale tandis que le procès de Taylor et Janie Vance commençait enfin. Le procès de Shelby viendrait plus tard. Ses avocats avaient réussi à séparer son dossier, espérant que l'indignation publique s'apaiserait avant qu'elle ne fasse face à un jury. La salle d'audience était bondée, journalistes, familles des victimes, étudiants en droit et curieux remplissaient chaque siège, des marshals fédéraux bordèrent les murs, maintenant l'ordre. Taylor et Janie Vance s'assirent à la table de la défense, flanqués d'une équipe d'avocats coûteux. Ils avaient vieilli dans les mois depuis leur arrestation. Le visage de Taylor était émacié, ses cheveux entièrement blancs maintenant, la façade parfaite de Janie avait craquelé, montrant la fureur fragile en dessous. Linda Buchanan se leva pour donner sa déclaration d'ouverture. Elle était magnifique. Commandante, précise, dévastatrice. Mesdames et messieurs les jurés, au cours des prochaines semaines, vous entendrez une histoire de cupidité, de corruption et de meurtre à une échelle qui vous choquera. Les accusés, Taylor et Janie Vance, n'étaient pas juste des exécutifs pharmaceutiques qui ont fait des erreurs, ils étaient les architectes d'un complot criminel qui a tué plus de 300 personnes et détruit d'innombrables vies. Elle guida le jury à travers les preuves, les essais cliniques se falsifiaient, les officiels soudoyés, les décès couverts, puis elle passa aux accusations de tentative de meurtre. Le 15 mars de cette année, Malcolm Sharp et sa fille de 4 ans, Emma, étaient à bord du jet privé de la famille Vance. Les accusés, avec leur fille Shelby Vance, ont tenté de tuer May Sharp en le forçant hors de l'appareil à 9144 mètres. Ils ont échoué seulement parce que M. Sharp, un ancien marine, a utilisé sa formation et sa vivacité d'esprit pour se sauver lui et sa fille en utilisant l'équipement d'urgence. Nous avons des enregistrements vocaux du cockpit de ces événements. Nous avons des preuves physiques de l'appareil et nous avons le témoignage du pilote. Qui a tout vu? Linda joue à l'enregistrement du cockpit. La salle d'audience devint silencieuse tandis que la voix de Taylor remplissait l'air. Signe ces putains de papiers ou tu vas avoir un accident très malheureux. Puis la voix de Janie, personne ne te trouvera à 9144 mètres. Et enfin, le rire de Shelby. Tombe comme la ordure que tu es. Plusieurs jurés paraissaient physiquement malades. Une femme pleurait. Les avocats de la défense essayèrent de se reprendre dans leur déclaration d'ouverture, peignant Malcolm comme un opportuniste manipulateur qui avait séduit Shelby pour son argent, puis s'était retourné contre la famille quand il n'avait pas obtenu ce qu'il voulait. Ils prétendaient que l'incident de l'avion était un malentendu, que Malcolm avait surréagi à une discussion d'affaires et mis en danger sa propre fille. Mais leur argument s'effondra quand Linda appela son premier témoin. Hal Watt, le pilote, Ward témoigna pendant 3 heures, décrivant comment Taylor lui avait donné des instructions inhabituelles avant le vol. Comment on lui avait dit de désactiver certains protocoles de sécurité. Comment il avait assisté à la confrontation dans la cabine. Sa voix trembla tandis qu'il décrivait entendre le coup de feu, les alarmes, l'évasion désespérée de Malcolm. « Croyez-vous que May Sharp et sa fille étaient en danger ?» demanda Linda. « Oui, madame. Absolument. J'ai volé pour les Vance pendant 15 ans, je les ai vus être froids, être cruels. Mais ce jour-là, je les ai vus essayer de commettre un meurtre. » La défense essaya de le déstabiliser lors du contre-interrogatoire, suggérant qu'il témoignait contre ses anciens employeurs pour l'immunité ou l'argent. Mais Ward tint bon, « Je témoigne parce que c'est la bonne chose à faire. J'aurais dû parler il y a des années de choses que j'ai vues, des choses que je savais être mauvaises. Mais j'avais peur, j'étais un lâche. Plus maintenant. » Jour après jour, l'accusation construisait son dossier. D'anciens employés de Vance Industries témoignèrent de la fraude, d'être ordonnés de falsifier des données, de savoir que des gens mouraient et d'être dit de se taire. Des membres de familles de victimes prirent la barre, décrivant des proches qui étaient devenus dépendants à Vance Payne, qui étaient morts d'overdose ou de complications. Malcolm témoigna au jour 12. Il passa 6 heures à la barre, marchant calmement le jury à travers ses 3 ans de rassemblement de preuves. Il leur montra des documents,
joua des enregistrements, expliqua comment il avait découvert chaque pièce du puzzle. Les avocats de la défense essayèrent de le secouer, suggérant que ses preuves étaient fabriquées, qu'il avait piégé les Vance dès le début. M. Sharp. N'est-il pas vrai que vous avez épousé Shelby Vance spécifiquement pour gagner accès à la richesse de sa famille? Non, dit Malcolm calmement, j'ai épousé Shelby parce que je l'aimais, ou j'aimais qui je pensais qu'elle était. Et quand ça n'a pas marché, vous avez décidé de détruire la famille? Non. J'ai décidé de documenter leurs crimes et de protéger ma fille. Si la famille a été détruite dans le processus, c'était leur propre faute. Est-ce pratique que 317 personnes soient mortes à cause de Vance Payne? Est-ce pratique que les Vance aient essayé de me jeter d'un avion? Est-ce pratique que nous ayons des enregistrements de tout? La voix de Malcolm resta égale, mais il y avait de l'acier dessous. Je n'ai pas détruit la famille Vance. Ils se sont détruits eux-mêmes. Je me suis juste assuré que tout le monde le sache. La défense n'avait pas de réponse à cela. Le procès dura 7 semaines. Le jury délibéra pendant 2 jours. Quand ils revinrent, le verdict était unanime coupable sur tous les chefs. Taylor Vance ne montra aucune émotion tandis que le verdict était lu, mais ses mains tremblaient. Le visage de Janie Vance se tordit de rage et d'incrédulité. Dans la galerie, les familles des victimes pleurèrent de soulagement. Malcolm resta immobile. Sentant un poids qu'il portait depuis des années se lever enfin, ce n'était pas terminé. Shelby faisait encore face à un procès. Il y aurait des appels. Les poursuites civiles traîneraient pendant des années, mais c'était la victoire clé, la pierre angulaire. Les Vance avaient été jugés coupables par un jury de gens ordinaires qui avaient entendu les preuves et dit « C'est mal, c'est criminel. Ça mérite punition ?» À la sentence 3 semaines plus tard, Taylor Vance reçut 247 ans en prison fédérale, Janie Vance reçut 189 ans, ils mouraient en prison, sans possibilité de libération conditionnelle. Tandis que les marshals les emportaient, Taylor se tourna et regarda Malcolm une dernière fois. Son expression était pure haine. Malcolm regarda en arrière calmement. Il avait gagné, complètement, utterly, définitivement. Dehors du tribunal, les reporters l'assaillirent. Il avait préparé une déclaration, travaillé avec Linda Buchanan pour s'assurer qu'ils disent tout ce qui devait être dit. Je veux remercier le jury pour leur service et leur courage. Je veux remercier les procureurs, le FBI, la police, et tous ceux qui ont aidé à apporter la justice, mais surtout, je veux reconnaître les victimes, les 317 personnes qui sont mortes à cause de Vance Payne, les 15 qui sont mortes pendant les essais Mine Guard, et tous les autres dont les vies ont été détruites par la cupidité de la famille Vance. Malcolm marqua une pause, rassemblant ses pensées. Je n'ai pas fait ça pour la vengeance, je l'ai fait pour ma fille, pour qu'elle puisse grandir dans un monde où les puissants ne peuvent détruire des gens sans conséquence. Je l'ai fait parce que quelqu'un devait se lever et dire « Assez, plus de morts, plus de mensonges, plus de corruption. Aujourd'hui, la justice a été servie. Aujourd'hui, les victimes ont été entendues. Et aujourd'hui, je peux enfin dire à ma fille que les mauvaises personnes qui ont essayé de nous blesser ne blesseront plus jamais personne. » Il s'éloigna sans prendre de questions. Chris Wilkinson fournissant une escorte à travers la foule. Emma attendait à la maison sûre avec sa nounou et Malcolm avait besoin de la voir, de la tenir, de se rappeler pourquoi il avait combattu si dur. Ce soir-là, Malcolm et Emma s'assirent ensemble dans leur petit appartement, mangeant de la pizza et regardant un film Disney. Emma ne comprenait pas tout ce qui s'était passé, mais elle en comprenait assez. Ils étaient en sécurité maintenant. Les gens qui avaient été effrayants étaient partis. « Papa !» demanda-t-elle pendant un moment calme dans le film. « On peut avoir un chien ?» Malcolm rit. Son premier rire genu, sans garde en moi. « Oui, ma chérie, on peut avoir un chien. On peut avoir ce que tu veux. Je veux un grand chien pour nous protéger. Nous n'avons plus besoin de protection. Ma petite fille, mais on peut quand même avoir un grand chien et une maison avec un jardin. Emma sourit, satisfaite, et se tourna vers le film. Malcolm la regarda, sentant quelque chose comme la paix s'installer sur lui. Les procès n'étaient pas complètement terminés. Le dossier de Shelby était encore en attente, mais Malcolm avait fait ce qu'il s'était fixé. Il avait protégé sa fille, il avait exposé la vérité, il avait fait tomber un empire bâti sur la mort et la corruption. Son téléphone vibra, un message de Maurice Livingston. 12 d'entre nous de l'ancienne entreprise sont prêts à reconstruire quand tu veux. Nous croyons en toi, Malcolm. Allons montrer à ces salauds ce que tu peux vraiment faire quand ils ne te sabotent pas. Malcolm sourit, son premier sourire genuine en jour. Les Vance avaient pris son entreprise, mais il n'avait pas pris sa réputation.
Ses relations, sa capacité à reconstruire. Il avait commencé de rien une fois avant. Il pouvait le faire à nouveau, mais d'abord, il devait finir ce qu'il avait commencé. Il ouvrit ses fichiers cryptés, ceux contenant tout ce qu'il savait sur les Vance. La fraude n'était que le début. Il y avait d'autres crimes, d'autres secrets qu'il avait découverts. Compte offshore, blanchiment d'argent, connexion à des politiciens qui avaient regardé ailleurs pendant que Vance Payne tuait des gens. Malcolm avait bâti une bombe nucléaire de preuves. Il avait prévu de tout remettre aux autorités. Mais maintenant, observant la couverture médiatique, voyant comment les avocats des Vance tournaient déjà l'histoire, essayant de créer du doute, peut-être était-il temps d'être plus stratégique, temps de déployer ses preuves pièce par pièce, gardant la pression constante d'être, ne leur donnant jamais le temps de récupérer ou de reconstruire leur narrative. Les Vance pensaient que c'était un procès. Ils pensaient pouvoir s'en sortir avec des avocats, acheter leur sortie, influencer leur sortie. Malcolm allait leur apprendre que certaines guerres ne se gagnaient pas dans les salles d'audience, certaines guerres se gagnaient en détruisant la capacité de l'ennemi à riposter, et il avait appris des maîtres comment faire exactement ça. Chapitre 9. Le cadeau de la journaliste. Note, il semble d'y avoir une répétition dans le texte original, mais je traduis tel quel. Le chapitre 7 est répété, mais je continue avec le contenu fourni, et le texte original a une répétition du chapitre 5, mais je procède à la traduction complète sans omission. Et 6 mois après les condamnations des Vance, Malcolm se tenait dans le lobby de Sharp Security Solutions, respirant l'odeur de tapis neufs et de peinture fraîche. Le bâtiment de bureau était modeste, rien comme l'espace qu'il avait avant que les Vance détruisent sa première entreprise. Mais c'était le sien, acheté avec de l'argent qu'il avait soigneusement caché pendant ces années, piégé dans la propriété des Vance. Ça a l'air bien ? Patronat, Maurice Livingston apparut à côté de lui, tenant une tablette montrant les horaires des employés. Nous avons 15 personnes qui commencent lundi. Tous de l'ancienne équipe, plus 3 nouvelles embauches. Tout le monde est excité d'être de retour. Malcolm hocha la tête, sentant quelque chose s'installer dans sa poitrine. Pas tout à fait la paix. Il y avait encore trop de colère, trop de trauma pour une vraie paix, mais un but, une direction, une future qui n'était pas définie par les Vance. Comment est le pipeline de contrat ? Faute ? Vraiment fort ? Maurice ouvrit une feuille de calcul. Il s'avère que être le gars qui a fait tomber un empire pharmaceutique corrompu est génial pour les affaires. Tout le monde veut engager le consultant en sécurité célèbre pour exposer la fraude corporate. Nous avons 6 clients majeurs alignés, 3 de plus en négociation. Nous serons profitables dans 1 an à ce rythme. Malcolm se permit un petit sourire. Il avait reconstruit avant, mais le faire une seconde fois semblait différent. Il connaissait les pièges maintenant, savait qui faire confiance. Et qui éviter, savait comment protéger ce qu'il construisait. Et l'autre chose, demanda Malcolm doucement. L'expression de Maurice devint sérieuse. La fondation est établie, Sharp Justice Foundation, statut 501c3 approuvé. Nous avons de l'argent de démarrage du règlement. C'était l'autre développement. Après que les actifs de Vance Industries aient été liquidés, Malcolm avait été nommé plaintif principal dans la poursuite civile représentant les victimes de Vance Payne. Le règlement avait été massif, 65 milliards d'euros distribués parmi les familles. Malcolm avait reçu 46 millions d'euros pour la tentative de meurtre et la destruction de son entreprise. Il en avait mis 37 millions dans la Sharp Justice Foundation. La fondation fournira une assistance légale aux gens qui ne peuvent pas se permettre de combattre la corruption corporate, expliqua Malcolm à Maurice, avocats gratuits. Enquêteurs, ressources, tout ce que j'ai dû construire moi-même, nous le donnerons aux autres. C'est vraiment quelque chose, Malcolm ? C'est ce qui aurait dû exister avant. Peut-être que si ça avait existé, les Vance auraient été arrêtés il y a des années. Malcolm se tourna de la fenêtre. « Comment va Emma ? » ?»« Heureuse. Je l'ai vue hier. Elle est encore excitée de commencer la maternelle à l'automne. » Malcolm et Emma avaient déménagé dans une maison confortable dans un quartier calme, à 40 minutes de Hartford. Elle avait un jardin, une cabane dans un arbre et assez d'espace pour le chiot berger allemand qu'Emma avait nommé Thunder. Ils avaient passé les 6 derniers mois à guérir ensemble, thérapie pour eux deux, construisant des routines, créant une vie qui n'avait rien à voir avec les Vance. Emma prospérait, les cauchemars avaient arrêté, elle souriait facilement, riait souvent, se faisait des amis avec les enfants du quartier. Elle mentionnait rarement sa mère et jamais ses grands-parents. Le téléphone de Malcolm vibra, une alerte nouvelle. Le procès de Shelby Vance commence aujourd'hui. Exact. Il avait presque oublié, trop occupé à construire sa nouvelle vie pour prêter attention au dernier morceau de la saga Vance.
Tu vas regarder ?» demanda Maurice. « Non. » Malcolm rangea son téléphone. « J'ai témoigné au grand jury, donné ma déposition. C'est assez. Je n'ai pas besoin de la voir condamnée pour savoir ce qui va arriver. Les procureurs semblent confiants, ils ont les enregistrements, ils ont les preuves. Shelby a fait ses choix, elle a choisi l'argent de sa famille par-dessus tout le reste. Maintenant, elle paie pour ça. » Malcolm le pensait, il ne ressentait rien en regardant Shelby faire face à la justice. Pas de satisfaction, pas de colère. Rien, elle était irrelevante maintenant. Un chapitre clos. Son téléphone sonna, le numéro de Chris Wilkinson. Malcolm répondit « Chris, Malcolm, je voulais te donner un heads-up. Les avocats de Shelby viennent de déposer une motion pour lui permettre l'accès à Emma pendant le procès. Ils prétendent droit maternel, disant qu'un enfant a besoin de sa mère. Le bullshit habituel. » La mâchoire de Malcolm se serra. « Non, ça ne va pas être accordé. Le juge a déjà refusé 3 motions similaires. Mais je voulais que tu saches qu'ils essaient encore. Emma guérit. Chris, elle est heureuse. Elle n'a pas besoin de la toxicité de Shelby dans sa vie. » Malcolm prit une respiration, contrôlant sa colère, dit au juge que je combattrai ça jusqu'à la Cour suprême si nécessaire. Shelby a perdu ses droits parentaux quand elle a essayé de tuer le père de son enfant. Fin de la discussion. Je transmettrai ça, mais Malcolm, réalistiquement, ils jettent juste du spaghetti au mur. Ils savent qu'ils vont perdre le dossier criminel. Alors, ils essaient de créer de la sympathie, peindre Shelby comme une mère aimante séparée de son enfant. Elle n'est pas une mère aimante. C'est une criminelle qui a choisi la cupidité plutôt que sa propre fille. Je sais, le jury le saura aussi. Chris marqua une pause. Comment vas-tu ? Vraiment, Malcolm regarda autour du nouveau bureau, pensa à Emma attendant à la maison, au futur qu'il construisait. Je vais bien, mieux que je l'ai été en années. Les Vance ont essayé de me détruire. Et au lieu de ça, je suis plus fort qu'avant. Mon entreprise est de retour et meilleure. Emma est en sécurité et heureuse. Et ils pourrissent en prison. Où est leur place ? Tu l'as mérité tout, Malcolm. Chaque bit. Après avoir raccroché, Malcolm passa le reste de la journée à travailler sur des contrats, révisant des propositions de sécurité, construisant son business. Il était bon à ça, l'avait toujours été. Les Vance l'avaient appris temporairement, mais il n'avait pas détruit ses compétences ou sa réputation, si quoi que ce soit. Il l'avait rendu célèbre. L'homme qui a fait tomber les Vance avait une certaine sonnerie. À 18h, Malcolm rentra chez lui. Emma jaillit de la porte d'entrée tandis qu'il se garait. Thunder, le berger allemand, bondissant à côté d'elle. « Papa, papa !» Thunder a appris un nouveau tour. Malcolm passa la soirée à regarder sa fille entraîner son chien, aidant avec les devoirs, faisant le dîner, des choses normales, domestiques, paisibles qu'il avait autrefois prises pour acquises. Maintenant, il chérissait chaque moment. Après qu'Emma fut endormie, Malcolm s'assit sur la terrasse arrière avec une bière, observant des lucioles danser à travers le jardin. Son téléphone montrait des mises à jour nouvelles sur le procès de Shelby. Les déclarations d'ouverture avaient été dramatiques. Apparemment, l'accusation avait joué les enregistrements du cockpit à nouveau. Shelby avait pleuré à la caméra, prétendant avoir été contrainte. Malcolm ne la croyait pas une seconde. Le jury non plus. 3 semaines plus tard, le verdict tomba. Shelby Vance, coupable sur tous les chefs. La sentence était fixée pour 1 mois plus tard. Malcolm lut la nouvelle en buvant son café du matin, sentit une satisfaction momentanée, puis passa à sa journée. Il avait une réunion avec un client majeur, puis la pièce d'école d'Emma ce soir, puis dîner avec Maurice et certains de l'ancienne équipe. Les Vance ne définissaient plus sa vie. Ils étaient juste des criminels qu'il avait aidés à mettre en prison, pertinents seulement comme compte cautionnaire. À la sentence de Shelby, Malcolm y assista. Pas pour la closure, il l'avait déjà trouvée. Mais parce qu'il voulait que Shelby le voie ce qu'il était devenu pendant qu'elle pourrissait en prison attendant le procès. Il portait un costume coûteux, sur mesure, paraissait en santé. Faute, réussi, il s'assit dans la galerie avec la photo d'Emma dans sa poche, un rappel de ce qu'il avait protégé. Shelby fut amenée, portant une combinaison orange, ses cheveux tirés sévèrement en arrière, pas de maquillage, elle avait perdu du poids, paraissait hagard, ses yeux trouvèrent Malcolm immédiatement. Il regarda en arrière calmement. Pas de haine, pas de triomphe. Juste rien. Elle n'était rien pour lui maintenant. Le juge la condamna à 47 ans en prison fédérale. Elle aurait 75 ans quand elle sortirait. Si elle sortait, avec bonne conduite, peut-être libération conditionnelle à 65 ans, peut-être, de toute façon, Emma serait adulte, aurait eu une enfance libre de l'influence de Shelby.
se souviendrait de Malcolm comme son père et protecteur, tandis que Shelby s'estomperait en un souvenir distant, désagréable. Tandis que les Marshall emportaient d'un Shelby, elle essaya de parler à Malcolm. « S'il te plaît, laisse-moi juste voir Emma une fois, s'il te plaît. »« Non !» Malcolm dit simplement, puis il sortit de la salle d'audience sans regarder en arrière. Dehors, les reporters l'assaillirent. Malcolm avait préparé une autre déclaration. « La sentence d'aujourd'hui ferme un chapitre sur l'une des périodes les plus sombres de ma vie. Shelby Vance, comme ses parents, a fait des choix qui ont détruit des vies. Elle a choisi la cupidité plutôt que la famille, la cruauté plutôt que la compassion, la corruption plutôt que l'intégrité. Elle fera maintenant face aux conséquences de ses choix. Quant à moi et ma fille, nous avançons, nous construisons une nouvelle vie, une bonne vie, remplie d'amour et d'espoir et d'intégrité. Les vents ont essayé de nous détruire. Au lieu de ça, ils se sont détruits eux-mêmes. C'est la vraie leçon ici. Le mal ne gagne pas. Il peut prospérer un moment, mais éventuellement, il tombe. Et quand il le fait, les gens qu'il a essayé de détruire se relèvent des cendres. Plus fort qu'avant, Malcolm s'éloigna sans prendre de questions, monta dans sa voiture et conduisit à l'école d'Emma pour la chercher. « Papa !» Elle courut vers lui, sac à dos rebondissant. « Nous avons fait de l'art aujourd'hui. Regarde !» Elle leva un dessin, des figures bâtons d'ailes et Malcolm et Thunder, debout devant une maison avec un énorme soleil au-dessus. « C'est beau, ma chérie, je vais le mettre sur mon mur à la maison. » Notre maison, pas la propriété des Vance, pas une maison sûre, pas un logement temporaire, leur maison, qu'ils avaient choisie ensemble, qui était remplie d'amour au lieu de cruauté. Malcolm les conduisit prendre une glace, puis au parc où Emma joua pendant que Thunder chassait des écureuils, des choses normales, des choses heureuses. Cette nuit-là, après qu'Emma fut endormie, Malcolm s'assit à son bureau et écrivit une lettre, pas aux Vance. Il ne méritait rien de lui, mais aux familles des victimes de Vance Payne, les familles Minegard, tous ceux qui avaient souffert à cause de la cupidité des Vance. « Je suis désolé, » écrivit-il. « Je suis désolé de ne pas avoir découvert leurs crimes plus tôt. Je suis désolé d'avoir épousé cette famille et de leur avoir donné de la crédibilité. Je suis désolé pour chaque jour où je suis resté silencieux pendant que des gens mouraient. Je ne peux pas ramener vos proches. Je ne peux pas annuler les dommages. Mais je vous promets ceci. La Sharp Justice Foundation combattra pour que ça n'arrive plus jamais. Nous aiderons les gens à exposer la corruption corporate, nous donnerons une voix aux sans-voix, nous nous assurerons que le prochain Malcolm Sharp n'ait pas à combattre seul pendant 3 ans avant d'obtenir justice. Vos proches n'ont pas péri en vain. Leurs décès ont exposé un mal caché pendant des décennies et ce mal a été détruit. Malcolm scella la lettre, il enverrait des copies à chaque famille demain et s'adossa, sentant quelque chose proche de la paix. La guerre était terminée, il avait gagné. Pas juste en détruisant les Vance, mais en refusant de les laisser le briser, en protégeant Emma, en reconstruisant ce qu'ils avaient détruit, en tournant la douleur en but. Malcolm Sharp était parti en guerre contre des milliardaires et avait gagné. Mais plus important, il avait appris que gagner n'était pas sur la vengeance. C'était sur survivre, guérir et construire quelque chose de mieux des ruines. Il avait enseigné à Emma que les monstres pouvaient être battus et il s'était enseigné à lui-même que parfois, la meilleure vengeance était de bien vivre. Les Vance passeraient le reste de leur vie en prison, oubliés et méprisés. Malcolm passerait le reste de sa vie libre, réussi et aimé. À la fin, c'était la plus grande victoire de toutes. Épilogue 5 ans plus tard. Malcolm se tenait dans une salle d'audience congressionnelle, témoignant devant le sous-comité du Sénat sur la surveillance pharmaceutique. Emma, maintenant âgée de 9 ans, s'assit dans la galerie avec Chris Wilkinson, observant son père avec fierté. M. Sharp, dit le président du comité, votre fondation a aidé à exposer 17 cas majeurs de fraude pharmaceutique dans les 5 dernières années. Vous avez récupéré des milliards en dommages pour les victimes et envoyé des dizaines d'exécutifs corrompus en prison. Qu'est-ce qui vous motive ? Malcolm y pensa, puis répondit honnêtement, je me souviens de ce que ça fait d'être impuissant, de savoir que quelque chose est mal, mais de ne pas avoir les ressources pour riposter. Je me souviens d'être dit que j'étais rien, que je ne comptais pas, que des gens puissants pouvaient me détruire sans conséquence. Il marqua une pause. La Sharp Justice Foundation existe pour que personne d'autre n'ait à se sentir comme ça. Pour que la prochaine personne qui découvre de la corruption ait un endroit où se tourner. Pour que David batte vraiment Goliath parfois. Les membres du comité hochèrent la tête. Un sénateur parla.
Nous considérons une législation qui fournirait un financement fédéral pour des organisations comme la vôtre pour aider à exposer la fraude corporate. La Sharp Justice Foundation accepterait-elle un tel financement? Absolument. Chaque euro que nous obtenons va vers aider les gens qui ne peuvent pas se battre seuls. Malcolm sourit légèrement. Les Vance m'ont appris que l'argent est le pouvoir. Je m'assure que ce pouvoir est utilisé pour le bien, au lieu du mal. Après l'audience, Malcolm et Emma marchèrent à travers le bâtiment du Capitole. Thunder, maintenant un chien de thérapie entraîné, trottant à côté d'eux en laisse. As-tu vraiment battu des méchants? Papa? Demanda Emma. Elle connaissait l'histoire en termes adaptés à l'âge, savait que son père était un héros qui avait aidé beaucoup de gens. J'ai aidé de bonnes personnes à battre des méchants. Corrigea Malcolm. C'est toujours un effort d'équipe. Quand je serai grande, je veux aider les gens aussi. Malcolm baissa les yeux vers sa fille, forte et intelligente. Gentille, malgré tout ce qu'elle avait traversé. Tu le fais déjà? Ma chérie, juste en étant toi. Cette nuit-là, le téléphone de Malcolm sonna. Numéro inconnu. Il faillit ne pas répondre, mais quelque chose le fit décrocher. Allô? Malcolm Sharp. Une voix âgée, tremblant légèrement. Oui, je m'appelle Roland Neff. Ma fille, elle est morte il y a 3 ans d'un médicament appelé Neuroboost. L'entreprise a dit que c'était sûr, mais ça l'a tuée. Ils l'ont couvert. J'ai essayé de les combattre seul, mais je n'ai pas pu. La voix de l'homme se brisa, puis j'ai vu votre histoire sur les Vance, sur comment vous les avez combattus, et j'ai pensé, peut-être que vous pourriez aider. Malcolm écouta l'histoire de Roland Neff, son cœur se brisant pour ce père, qui avait perdu sa fille de la même façon que tant d'autres avaient perdu des proches aux Vance. M. Neff, dit Malcolm doucement, je vais vous connecter avec la Sharp Justice Foundation demain. Nous allons enquêter si Neuroboost a tué votre fille à cause de négligence ou fraude corporate. Nous allons l'exposer et nous allons les faire payer. Merci, le vieil homme murmura. Merci. Après avoir raccroché, Malcolm s'assit dans l'obscurité un moment, puis il sourit sinistrement. La guerre avec les Vance était terminée, mais la plus grande guerre, celle contre la corruption, la cupidité et les gens puissants qui pensaient être au-dessus de la loi, cette guerre ne finirait jamais. Malcolm Sharp avait appris comment la combattre, et il passerait le reste de sa vie à s'assurer que personne n'ait à combattre seul. Les Vance avaient essayé de le détruire. Au lieu de ça, ils avaient créé leur pire cauchemar, quelqu'un qui connaissait toutes leurs tactiques, qui avait appris de leur cruauté, qui avait les ressources et la détermination pour arrêter d'autres comme eux. À la fin, la meilleure vengeance n'était pas de détruire vos ennemis, c'était de devenir quelqu'un qui s'assure qu'il ne puisse plus blesser personne. Malcolm Sharp avait fait exactement ça, et il ne faisait que commencer. C'est ici que notre histoire se termine. Partagez vos pensées dans la section des commentaires. Merci pour votre temps. Si vous avez aimé cette histoire, veuillez vous abonner à cette chaîne. Cliquez sur la vidéo que vous voyez à l'écran et je vous verrai là-bas. If I'm put in the woods with a random guy, the chance of it being someone's divorced dad is probably pretty high than your good old nice friend. You know what I mean? You don't know anyone in your country who's catcalled or anything? I've been victimized by people in other countries. I've had to go to the police about people from other countries. Please don't say things you don't know anything about. Why are you so offended? If you say it is specific to my neighborhood, you are firstly invalidating my experience, the experience of so many people, and placing blame in the wrong place. I have been so many places. I've been to other countries. I've been to half the states. I've walked across LA, and it doesn't matter. Like, I've changed schools so many times, but still, anytime I'm friends with a guy, he hugs me and tries to kiss me and won't let me go.
they send me photos that I didn't ask for after not talking to them ever. Like, I don't understand what would compel you to say it's your neighborhood and not, maybe it's just a general issue. Like, I try so hard not to blame myself already. One of my classmates messaged me one time and was like, hey, can you call? I'd never talked to this guy, by the way. Can you call? You seem like you'd give good advice. And so we called. And I listened to his issues, and I wasn't romantic at all. And I took my medication and was about to fall asleep. I was so tired, and we were still on the phone, and he was still talking. And I remember he was like, Quinn, are you still there? And I couldn't even really reply. I was so tired, and like I was on a really high dose of sleeping meds, and I was like because I couldn't even form full sentences. I was so tired. And he said, oh, now that you're all drugged up on your meds or whatever, can I see your tits? And the harassment continued until the school had to get involved. And everyone knew. In the school. And they didn't care. So don't tell me it's just my neighborhood. Okay? Like, don't tell me that it's just where I live. Thanks for the sub. Thank you. But it's just so inappropriate to tell someone, oh, it must be your neighborhood. Just because you don't experience it doesn't mean it doesn't happen.